Bonjour YouTube. Comment va, petite fouleur de YouTube? On se retrouve pour la deuxième partie de la lecture sur le petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens. On a fini, on a fait alors tout ce qui était avant-propos, tout ce qui était introduction. On a entamé le premier chapitre qui est donc été sur les voleurs et comment empêcher un vol, comment arrêter un voleur. Entièrement, on a fait tout ça. Ça faisait beaucoup déjà, ça faisait beaucoup. On a fait quelques digressions aussi. Il faut avouer que on a digressé, on a salement digressé aussi. Et donc là, on va entamer sur toujours le chapitre 1, mais la deuxième partie, qui s'appelle l'effet de gel. Je sais pas exactement combien il y a de parties dans le chapitre, en vrai. D'accord, c'est en fonction de ça. Ok. Du coup, c'est les pièges de la décision, le chapitre 1. Ok. Donc voilà, on est dans le chapitre 1, les pièges de la décision, sous-partie l'effet de gel. Voilà, vous avez coucou YouTube en plus, c'est ça qui est beau. Les fougères de Twitch peuvent dire bonjour aux fougères de YouTube. Les fougères de YouTube, tu peux voir les fougères de Twitch, mais tu peux pas leur dire bonjour. Enfin, tu peux leur dire bonjour en commentaire, mais c'est pas super utile, ça va pas très bien marcher. On voit que les chats sont en train de jouer en arrière-plan aussi. Ah oui, ils sont en train de se taper des kiffs. Donc ne vous inquiétez pas, c'est normal, hein, c'est deux chats qui s'amusent. Ils vont courir un petit peu l'un après l'autre, faire leurs bêtises de petits chats. Voilà, c'est normal. Et on a le gros pépère qui est en arrière-plan là, sur le canapé, enfin sur le fauteuil qui tape mais la plus grosse sieste de sa vie. Parce que c'est trop bien. Ah, ah, il s'est dit que finalement jouer aussi c'était bien. Non, il veut juste boire. Évidemment, il va pas faire du sport non plus. Quelle idée, quelle idée. Bon, entamons la lecture. L'effet de gel, nous venons de le voir, l'acquiescement de Madame O à la terrasse du restaurant, comme celui des sujets de Moriarty, auquel il avait demandé de veiller aux affaires d'autrui, est le fruit des circonstances. Nous avons présupposé que l'acte d'interposition dépendait directement de cet acquiescement. Or, ce présupposé ne va pas de soi. On aurait pu tout aussi bien penser, précisément parce que l'acceptation de veiller à la radio ou au cartable était le fruit des circonstances, que les personnes observées par Moriarty ne prêteraient que peu d'attention aux objets qui leur avaient été confiés. On aurait eu tort, puisque c'est bien ici du comportement d'acceptation que découle le comportement d'intervention. Pourquoi? Kurt Lewin, en 1947, avance une hypothèse à la fois simple et générale. Les gens ont tendance à adhérer à ce qui leur paraît être leur décision et à se comporter conformément à elle. Inutile de rappeler dans le détail les recherches-actions, maintenant célèbres, dans lesquelles Lewin compare l'efficacité de deux stratégies visant à modifier les habitudes de consommation des ménages américains pour les ajuster à l'économie de guerre durant les années 40. Manger des bas morceaux de boucherie plutôt que les pièces nobles. Boire du lait en poudre plutôt que du lait frais, etc. La première de ces stratégies est une stratégie persuasive. Les mères de famille étaient amenées à suivre une conférence vantant la qualité et les bienfaits des nouvelles denrées. Malgré tous les efforts, démonstrations éloquentes, arguments pertinents, distribution de recettes, etc., le conférencier ne put guère conduire que 3% des ménages l'ayant attentivement écouté à servir chez elles de bas morceaux. Des ménagères, pardon. Que 3% des ménagères l'ayant attentivement écouté à servir chez elles des bas morceaux. Donc là on répète, c'est des années 40, donc très clairement le rôle de faire à manger c'était assigné à la femme, point, basta quoi, sans remise en question du truc. Surtout aux États-Unis, donc là on est aux États-Unis des années 40. Voilà, c'est. Vous trouverez pas beaucoup d'hommes pour faire la cuisine à cette époque-là, clairement. Autant dire personne. Et pourtant, chez les ménagères, qui étaient rentrées chez elles en étant parfaitement informées, convaincues et motivées. La seconde de ces stratégies consistait, au terme d'un travail de groupe, à obtenir des mères de famille la décision de consommer ces mêmes denrées. Lewin remplaça le conférencier par un animateur qui avait pour consigne de communiquer aux ménagères toutes les informations contenues dans les conférences, avant de leur remettre les mêmes recettes. Mais il avait surtout pour consigne d'inciter les ménagères au terme de la réunion à prendre publiquement la décision de cuisiner des abats dans les prochains jours. Ainsi furent-elles amenées à lever la main pour témoigner de leur décision. Ce petit acte allait avoir une remarquable portée, puisque 32% d'entre elles servirent effectivement des bas morceaux. 10 fois plus qu'avec la stratégie persuasive donc. Donc là déjà c'est super intéressant, parce que donc ce qui vous explique, donc le premier paragraphe c'est juste pour vous dire, bon, par rapport à ce qu'on a vu juste avant, donc le fait de répondre oui ou non à prendre soin des affaires d'une personne, on va être amené
ou pas à protéger les affaires. Et ça pourrait être, au contraire, on aurait pu s'attendre à ce que, puisque c'est une réponse qui est, on va dire, pas forcée, mais presque, puisque socialement, ça serait très mal vu de dire non quand on vous demande est-ce que vous pouvez regarder mes affaires pendant 5 minutes, que je vais aux toilettes, téléphoner, peu importe. Vu que c'est une réponse qui est socialement attendue et qu'on a donnée presque par automatisme, on aurait pu s'attendre en fait à ce que les gens, dans les faits, ne regardent pas tant que ça les affaires des autres, parce que c'est une réponse automatique, qui s'y soit engagée d'un point de vue langage, mais en fait pas tant que ça, quoi. Et pourtant, bon, on a vu les résultats de l'expérience, on a vu que non, les gens, quand ils s'engagent pour de vrai. Et là, en fait, ce qu'il va nous expliquer, c'est que Kurt Lewin, justement, a fait des recherches là-dessus, donc en 47, et il avait commencé notamment avec ses expériences dès les années 40, sur en fait ce qu'on appelle le gel de décision. Autrement dit, une fois qu'on a pris une décision, on va continuer à se conformer par rapport à ses actions. Quand bien même, à la base, on n'était pas super chaud. Mais si on a pris cette décision, on va avoir tendance à suivre cette décision. Et après, notamment, donc, il nous parle de l'expérience des années 40. Donc, en fait, c'est le gouvernement qui avait demandé à Lewin de trouver un moyen de pousser les ménages en fait, à moins consommer les pièces nobles, à moins consommer en fait, des produits plus rares et plus chers, parce qu'on était en période de disette à cause de la guerre, à cause de l'après-guerre, et que du coup, 40, on n'est pas encore après-guerre, mais bon, vous avez compris, en gros, l'idée, c'était en ce moment, on fait un effort parce que les soldats doivent partir à la guerre, tout ça. Donc il faut que la société tourne un peu au ralenti, mais tourne et tourne bien. Parce que évidemment, la plupart des soldats, ce sont des gens qui étaient en train d'effectuer d'autres tâches avant d'être envoyés à la guerre, qui avaient des métiers au sein de la société américaine, et qui du coup, s'ils sont à la guerre, ne peuvent plus faire ces métiers. Donc forcément, la société, à plein de points, économiquement parlant, avait une économie qui avait totalement été modifiée par la guerre. C'est logique. Et donc du coup, il était demandé par le gouvernement de pousser à consommer un peu plus toutes les pièces de viande et ainsi de suite, parce que c'était économiquement plus adapté, quand bien même c'était pas dans les mœurs. Et donc vous avez Lewin qui a fait des tentatives, qui a fait donc des expériences, notamment une première où il vous met donc une conférence. Donc il demande aux ménagères, il demande aux femmes qui cuisinaient à l'époque de venir assister à une conférence dans laquelle on leur présente les avantages donc de consommer ces produits qui sont moins régulièrement consommés, moins régulièrement utilisés. De présenter des recettes pour que ça soit pratique et tout. Enfin, bref, faire tout un travail pour montrer, donner, persuader que voilà, c'est bien comme produit. Et on constate que très peu d'adhésion au final. Les gens ne changent pas leurs habitudes parce qu'ils ont leurs habitudes et que du coup ils remettent pas trop ça en question. Donc le gel de décision marche aussi à l'effet inverse, puisque les gens n'avaient pas l'habitude de faire ce genre d'action, tant qu'ils n'ont pas entamé la nouvelle action, tant qu'ils n'ont pas réussi à mettre le processus en place, et le gel d'action marche par rapport au comportement antérieur. Et donc il garde le comportement antérieur qui est de ne pas utiliser, là en l'occurrence, les bas morceaux de boucherie, le lait frais et ainsi de suite. Et donc du coup vous avez que 3% des gens qui vont utiliser, que 3% des ménagères qui vont utiliser ces produits, plutôt que ceux qu'ils ont l'habitude d'utiliser. La deuxième expérience qu'il a fait, c'est au contraire qu'il les a mis dans des cas pratiques, dans des ateliers, où elles ont pu discuter entre elles, et non plus juste être passivement en train d'écouter un conférencier qui te donne les données. Même si tu as un animateur qui transmet ces informations, elles ont pu surtout échanger entre elles, élaborer entre elles, parler des recettes, essayer de travailler les recettes et ainsi de suite. Et à la fin de cet atelier, on leur demande si oui ou non elles veulent le faire, et si elles le font, est-ce qu'elles vont le faire là, bientôt, dans les jours qui suivent. Et rien que là, ça suffit à avoir tout de suite 10 fois plus de personnes qui disent oui, on va le faire, en l'occurrence 32%, ce qui est significatif. Et on peut s'attendre à du coup ce que les gens qui aient pris part, en fait ils continuent. Coucou du coup Anémone, je suis désolé pour Moriarty, mais je pense d'abord au professeur de mathématiques ayant rédigé un brillant traité sur la dynamique d'un astéroïde avant de penser au psychologue. Moriarty, oui. Mais pourtant, c'est un vrai psychologue. Des années que... Moriarty, c'est quelle année déjà 70, non? J'ai un doute. Je crois que c'est 70. 75, ouais, vous voyez, j'étais pas loin. Comme quoi. Belle ref, bah oui, forcément. Toi, tu réagis tout de suite. Tu réagis tout de suite. Du coup, Lewin explique cette différence en avançant que le lien entre motivation et comportement
est a fortiori entre attitude et comportement, n'est pas direct. Il est par conséquent nécessaire de faire intervenir un maillon intermédiaire, et ce maillon intermédiaire n'est autre que la décision. Fan. C'est un euphémisme. Elle a un très joli tatouage sur le bras, entre autres choses. Par exemple. Voilà. Je disais donc. Oui, les chats qui s'amusent derrière. Voilà. Ils font leur vie de chat. Pardon, je disais donc qu'il est par conséquent nécessaire de faire intervenir un maillon intermédiaire. Et ce maillon intermédiaire n'est autre que la décision. J'ai juste vu les dés, moi. Tu as vu les... Ah, t'as juste vu les dés comme tatouage? Ah, oui, bah c'est vrai qu'on n'a pas forcément montré le reste. Bah oui, elle a des tatouages. Elle a plusieurs tatouages. Je vois Brindy qui sautille derrière, qui les poursuit, mais... c'est pas possible. Et alors? On fait bumuse? Ah là là. Ah là là, c'est chaton, c'est chaton. Je disais donc... La décision étant prise, elle va en sorte quelque sorte geler l'univers des options comportementales possibles et conduire le décideur à rester sur cette décision. C'est cette adhérence à la décision prise que traduit la notion d'effet de gel. Ayant décidé, nous sommes liés à notre décision et en quelque sorte prisonniers d'elle. C'est la raison pour laquelle les décisions que l'on prend, ou que l'on parvient à nous faire prendre, nous engagent. Les résultats apportés par Moriarty corroborent avec force les intuitions de Lewin. On peut en effet chercher dans les directions les plus diverses, ce qui distingue les sujets de la condition d'engagement, qui interviennent, des sujets de la condition contrôle, qui n'interviennent pas. On peut chercher, mais on ne trouvera rien qui permette de dire que les personnes engagées disposaient au départ de meilleures raisons que les autres de prêter attention aux affaires d'autrui ou d'intervenir en cas de nécessité. Un seul élément les distingue, c'est la décision qu'on a su leur soutirer de surveiller en l'absence de son propriétaire, ici une radio, là un cartable. Cette décision prise, ils y adhèrent et s'y conforment lorsque l'occasion se présente. Peut-être cette façon d'agir conformément aux décisions prises sera-t-elle perçue comme allant de soi. Il peut effectivement sembler naturel et même salutaire que les gens agissent bien comme ils en ont décidé. Où irait le monde si, après avoir pris la décision de se comporter d'une certaine façon, les gens se laissaient aller à se comporter différemment? Ne dit-on pas d'ailleurs que quelqu'un qui s'en tient effectivement à ce qu'il a décidé de faire, qu'il est sûr, qu'il est fiable? Mais nous parlons ici de l'adhérence en tant que telle, et la décision, et non l'adhésion, ont raison, bonne ou mauvaise, qui ont pu orienter la décision. Ce qui n'est pas du tout la même chose. D'ailleurs, si l'effet de gel a pu conduire Madame O à se comporter au restaurant de façon exemplaire, cet effet n'a pas aussi de bon côté. Il peut hélas également conduire à des agissements irrationnels, à de véritables perversions de l'action. L'univers du management va nous en donner une première illustration. Oh, mais regardez-moi ça! Regardez ça là, c'est tellement mignon. Mon Dieu, ce que c'est mignon. Oh ma puce. Brady. T'es tellement trop mignonne. Ah bah oui, elle a couru partout, elle est fatiguée. Hein. C'est dur hein, la vie de chat. Bah oui, ça fait plaisir de l'avoir en forme. Hein. En vrai, ça fait du bien de l'avoir baladé. C'est agréable. C'est très 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 agréable. Ma petite puce. Oh. Ça fait du bien, hein. Ça fait du bien. Du coup, pour revenir donc sur le gel de décision, donc il vous explique que concrètement, c'est quelque chose qui va verrouiller, qui va forcer d'une certaine manière les personnes à se conformer à leurs actions. Et que ce verrou, ça peut être tout simplement la décision. Le fait d'avoir pris la décision fait qu'on s'est engagé et qu'on va geler notre comportement et qu'on va geler les réactions possibles à telle ou telle situation en fonction de ce à quoi on s'est engagé. C'est ça qui va permettre en fait de partir dans ce type de comportement qui peuvent être prédits. Parce qu'on s'est engagé, parce qu'on a pris la décision, on a en fait tout simplement mis comme un cadenas qui nous oblige à aller dans une seule direction et à ne pas revenir en arrière, à ne pas aller sur la porte d'à côté, tout simplement. Donc, un cas de management absurde, nouvelle sous-partie. C'est dans le monde on ne peut plus sérieux d'une business school formant les futurs cadres des États-Unis que Stowe réalisa en 1976 une expérience déconcertante.
Certains étudiants furent priés de se mettre dans la peau d'un directeur financier, devant prendre une importante décision. Et là, vous allez donc voir, parce que c'est vrai que ça, je suis pas revenu dessus, mais c'est ce qu'il vous dit à la fin, mais c'est la partie qu'on va voir. Le gel de décision, comme j'ai un petit peu dit tout à l'heure, ça peut aussi conduire à de mauvaises choses. Typiquement, dans le cas de la situation d'économie de guerre, il faut arrêter de consommer les denrées, on va dire, plus rares, comme le lait frais, comme les parties nobles de la boucherie, et ainsi de suite. Pour autant, comme les gens ont l'habitude de le faire, les gens ont gelé leurs décisions, ont gelé leur comportement à continuer à faire ça, et du coup ils continuent à utiliser ces mêmes denrées alors que ça ne peut conduire qu'à une seule chose, c'est augmenter le prix de ces denrées qui se raréfient, et ainsi de suite. Donc ça peut avoir un effet totalement négatif, voire même contre-productif, quand bien même tu es au courant des avantages, parfois supérieurs, hein, notamment à un nouveau comportement, comme là en l'occurrence, utiliser les parties dites non nobles, utiliser du lait en poudre et ainsi de suite, qui sont plus logiques, plus intéressantes et qui ont leurs avantages. Sauf que non. Le gel de décision, par exemple, ça marche dans un autre cas. Il y a un cas qui est très parlant du gel de décision, en fait, qui est le cas des conserves. En fait, il faut savoir que les conserves, telles qu'on les fait, ce n'est pas la manière la plus efficace de faire des conserves. C'est également ce qui peut s'observer avec l'écologie, tout à fait. Du coup, ils ont pu se dire qu'ils se sont construits eux-mêmes pour entrer dans le rôle. Oui, tout à fait. Ce qui se passe, alors là je vais pas encore parler du climat, mais on pourra parler du climat après. Si on prend le cas de la conserve, en fait, techniquement, tu as une méthode pour faire des conserves qui se passe en fait, avec non pas comme là on l'a actuellement, le fait de faire des conserves qui sont scellées sous vide avec comment ça s'appelle, ah, fer à souder, tout ça, par soudure. Voilà, merci. Par soudure ou des pliages très très serrés, ce genre de choses. En fait, on a normalement une technique qui est plus pratique, moins coûteuse parce qu'elle demande moins de matériaux et ainsi de suite. L'apertisation, peut-être, je sais plus. Je sais que c'est l'utilisation en fait en gros d'un, c'est un espèce de joint. En gros, tu mets en place un joint. C'est plus simple à ouvrir. C'est plus simple à mettre en place, les machines sont moins lourdes, moins difficiles à mettre en place, coûtent moins cher, ça coûte moins de matériel, mais, et il est là le mais, c'est qu'au début, on avait commencé à utiliser ces technologies-là, mais il y avait des défauts. Du coup, puisqu'il y avait des défauts, puisqu'elle était en développement, on est passé sur la technique qu'on a de faire des soudures et tout, comme on a actuellement la manière de le faire, et on est resté sur ça. Et aujourd'hui, alors qu'on sait que c'est pertinemment plus intéressant l'autre méthode, on ne le fait pas. On ne le fait pas parce que les sociétés ont pris le parti pris de faire cette décision-là et qui restent dessus, quand bien même ça entraîne des coûts plus hauts et ainsi de suite. Et en plus de ça, Nota Bene a fait un sujet de l'histoire de la conserve. Peut-être, oui, si tu le dis, je dois te croire. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'en fait, alors quand même que pour une société, ça serait plus intéressant. Je suis en train de chercher le lien de la vidéo, du coup. Parce qu'il en parle, c'est ça, il parle de ça. Quand bien même l'entreprise a conscience que en termes de rapport qualité-prix, efficacité, tout ça, bah, c'est plus intéressant. Et ben au final, non, on reste sur le truc moins intéressant parce que la décision a été prise et qu'on revient pas dessus. Et c'est un truc un peu comme ça. Donc ça, c'est Nota Bene. Je vous mets le lien de la vidéo dans le chat. Je fais confiance à la goupille. Si elle parle de ça, c'est qu'à mon avis, c'est en rapport. Puis dans tous les cas, bah, dans le cas de la conserve, c'est intéressant à savoir. Du coup, bah, je vous ai mis le lien vers Nota Bene. Pardon. Mais du coup, ça, typiquement, c'est un cas de gel de la décision. Dans le cas de l'écologie, c'est exactement le même principe. C'est qu'on voit bien que notre modèle économique ne fonctionne pas, n'est pas valide pour prendre en compte justement les dérives du climat. Enfin, les dérives de l'économie entraînent des conséquences très négatives du climat. Pour autant, on a pris la décision de fonder notre société capitaliste et fonctionnellement sur le modèle qui est celui-là. Et du coup, justement, on reste là-dessus. Alors qu'on voit bien qu'on va droit dans le mur. Mais plus on passe de temps dedans, plus on investit. Ça, c'est un autre truc qui viendra d'ailleurs après plus tard, qui va peut-être d'ailleurs être expliqué aussi là dans le cas du management. C'est qu'en fait, plus tu passes dans ça, dans cette décision-là, plus tu investis. Que ce soit du temps, de l'argent, affectivement, peu importe. Le fait est que plus tu restes dans ta décision, plus tu t'investis dans cette décision. Plus tu t'investis dans cette décision, plus le moment où tu vas dire non, en fait ça marche pas, je reviens en arrière, je vais changer de direction, et ben ça te demande de faire un gros effort, ne serait-ce que cognitivement parlant, parce que tu as passé 10 ans
sur je dirige ma société de telle manière, tout remettre en question pour faire totalement différent, et ben ça te coûtait vachement plus cher que si ton entreprise, ça fait 1 an que tu as commencé à la faire et que tu te rends compte qu'au bout d'un an, non, ta manière de diriger marche pas, par exemple. Et donc du coup, c'est ce qui se passe avec le jet de décision, c'est que tu vas rester aussi dans cette idée d'investissement. Plus tu restes dans ta manière de faire, plus tu investis, plus du coup changer de ta manière de faire te fait perdre, on va dire, ton investissement, puisque tu repars de zéro potentiellement. Et donc moins tu as envie de le faire, donc plus tu investis, mais du coup plus tu investis, bah, moins tu as envie de changer. Quand bien même tous les signes, tout montre que ça ne marche pas, que ce n'est pas efficace, et que tu vas droit dans le mur. Et c'est ce qui se passe avec l'écologie. Avec l'écologie, ça fait 75 ans qu'on vous dit, différents types de scientifiques sur le climat vous disent non, non, on va droit dans le mur, c'est de la merde, on va se planter. On le sait, on voit les preuves, et en même temps, on se dit oui, mais si on change toute l'économie, alors que ça fait 2 siècles qu'on a tout mis en place dans l'industrie, qu'on fait que renforcer les moyens là-dessus, ça fait mal, ça fait super mal. Donc non, on va rester, on va continuer à investir. Mais plus tu investis, bah moins tu as envie de remettre en question ça en fait. Quand bien même tu vois de plus en plus que oui, on va droit dans le mur. Et c'est ça qui est oufissime, c'est ça qui est incroyable. Et là, pour le coup, typiquement, c'est ce qu'on appelle du gel de décision. Vraiment, ça, c'est le cas typique. Mais on va avoir un autre cas typique qui est donc dans le management. Je recentre un peu sur le livre quand même, vous avez vu, streamer de qualité, bien sûr, bien sûr. Un cas de management absurde. Donc c'est dans le monde on ne peut plus sérieux d'une business school formant les futurs cadres des États-Unis que Stowe réalise en 1976 une expérience déconcertante. Certains étudiants furent priés de se mettre dans la peau d'un directeur financier devant prendre une importante décision. Affecter un fonds exceptionnel de développement à l'une ou à l'autre des 2 filiales de sa compagnie. À cette fin, on leur remettait un dossier, le dossier numéro 1, concernant la compagnie, ses filiales, son environnement économique. Cette première décision prise, les étudiants étaient amenés à imaginer que plusieurs années s'étaient écoulées, ils avaient à en prendre une seconde. Il s'agissait cette fois de répartir une nouvelle somme d'argent entre les 2 filiales de la compagnie. Mais avant qu'ils ne prennent cette seconde décision, on leur remettait un nouveau dossier. Ce dossier, le dossier numéro 2, révélait que les résultats économiques de la filiale qui avait bénéficié du fonds exceptionnel de développement ne s'étaient pas améliorés, même au contraire. Ainsi pouvaient-ils constater, chiffres à l'appui, que leur première décision n'avait pas permis d'obtenir des résultats escomptés et qu'ils avaient donc fait une erreur en la prenant. Stowe constata néanmoins que les apprentis managers avaient tendance à mieux doter la filiale qui avait fait l'objet du premier investissement et à adhérer ainsi, en dépit du bon sens économique, à leur première décision financière. Bien sûr, on pourra objecter que ces étudiants ne sont pas forcément déraisonnables, en avançant qu'il n'est jamais sain de fermer brutalement le robinet après l'enregistrement de premiers mauvais résultats. Cette objection est ici sans fondement. Pour s'en assurer, Stowe réalisa une autre condition expérimentale. Elle démontre clairement que la seconde décision des étudiants est bien le résultat de la stricte adhérence à la première et non le fruit d'une prudente sagesse. Dans cette nouvelle décision, les étudiants étaient d'abord invités à travailler sur le dossier concernant la compagnie et son environnement économique, le dossier 1, mais sans avoir à en prendre de décision. C'est quelqu'un d'autre, le directeur financier en personne de la compagnie, qui, sur la base des informations contenues dans ce dossier, avait pris la décision d'affecter le fonds exceptionnel de développement à l'une des 2 filiales de la compagnie. Les étudiants étaient donc ici simplement informés de la décision prise. Ils apprenaient ensuite le décès brutal, dans un accident d'avion, du directeur financier de la compagnie, et on leur demandait de bien vouloir le remplacer et le pied levé. Après étude du second dossier, le dossier 2, montrant les piètres performances de la filiale ayant bénéficié du fonds exceptionnel de développement, il leur appartenait donc de répartir une nouvelle somme d'argent entre les 2 filiales. Stowe constata que ses étudiants n'adhéraient en rien à la décision prise par l'ancien directeur financier. Ils affectaient, rationalité économique oblige, moins d'argent à la filiale qui avait fait l'objet de la donation initiale. Ces étudiants étaient donc, contrairement aux étudiants de première condition expérimentale, capables d'utiliser rationnellement les informations qui leur avaient été fournies et d'en tirer les conséquences. Revenir sur une mauvaise décision financière antérieure, mais, il est vrai, arrêter cette fois par autrui. Il explique pourquoi on est passé du verre au métal, car c'est moins cher, plus solide et surtout pour les marins. D'accord, ok. Coucou Ducky, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on est en plein live lecture. On est en train de faire le petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens. Et tu peux dire bonjour YouTube, car YouTube te voit. Oui, oui toi YouTube. Toi petite fougère de YouTube, tu vois les fougères de Twitch. Par contre vous voyez toujours pas les fougères de YouTube, puisque bah vous êtes là maintenant en direct et pas YouTube. Voilà.
Voilà. Moi ça va bien, tranquille, la vie est belle. Voilà. On est en train de faire notre petit live lecture. Donc bah, on est posé, quoi, tout simplement. On est en train de papoter de la manipulation. C'est un ancien enseignant à moi, Robert Vincent Joule, qui a coécrit ce livre avec Jean-Léon Beauvois. C'est un psychologue social, enfin ce sont deux psychologues sociaux en l'occurrence. Et bah, c'est grave intéressant parce que ça t'explique un petit peu comment ça marche, ce qu'on peut appeler de la manipulation, qui est notamment utilisée dans tout ce qui va être publicité, différents projets gouvernementaux, ONG, enfin un peu ce que tu veux quoi, ou toi dans la vie de tous les jours, et qui te montre un petit peu les tenants et aboutissants de tout ça, qui t'explique un peu comment est-ce que toi tu prends tes décisions, que tu en aies conscience ou pas, qu'est-ce qui peut influencer ça, et du coup aussi ça essaie de te livrer un petit peu des, comment dire, des accessoires pour te protéger peut-être de certaines malversations, pourrait-on dire. Par exemple un vendeur plus ou moins malhonnête, par exemple. Ce genre de choses, donc c'est vraiment plutôt sympa. Évidemment c'est avec plein de références scientifiques, même si je vous les dis pas toutes, parce qu'encore une fois la moitié des pages en fait c'est avec des références qui t'expliquent oui alors ça c'est telle étude faite par telle personne à telle année. Moi je reste sur le livre en lui-même, mais il y a énormément de références, c'est un bon livre pour comprendre justement comment est-ce que tout ça marche, donc n'hésitez pas à éventuellement essayer de mettre la main dessus une fois. Bon après moi je vais vous le lire en entier, donc en vrai sinon vous regardez le live et vous regardez les lives et vous regardez les rediffusions, ça marche aussi, mais bon, voilà. Et du coup, je continue. Les résultats obtenus de cette expérience illustrent à quel point l'effet de gel est tributaire de l'acte même de décision et non des raisons bonnes ou mauvaises qui ont pu motiver cet acte. Il montre en effet qu'après avoir pris une décision, les gens ont tendance à la maintenir, à la reproduire, même lorsqu'elle n'a pas les effets attendus. Nous sommes là en présence d'un processus spécifique qui consiste à s'engager plus en avant dans un cours d'action infructueux. Il est d'ailleurs symptomatique que de brillants étudiants d'une grande business school américaine restent sur leur première décision, bien qu'elle soit contre-productive. Le niveau d'études n'est donc pas une bonne assurance contre l'effet de gel. Et là, c'est une manière très gentille de dire « Vous avez vu, plus vous êtes de pouvoir, plus vous allez prendre des décisions cons du coup. » Hein, j'aime bien. Parce que, alors, plus vous allez prendre des décisions cons, c'est dans le sens où plus vous êtes de pouvoir, plus vos décisions vont avoir d'impact sur beaucoup de gens. Donc plus ça risque d'être dangereux. Bonjour les politiques, on vous regarde. Bonjour les patrons d'entreprise, on vous regarde. Ouais. Bref. On a coutume à la suite de Stowe d'espeler escalade d'engagement, cette tendance qui manifeste les gens à s'accrocher à une décision initiale, même lorsqu'elle est franchement remise en question par les faits. Cette escalade a fait, depuis des études originales de Stowe, l'objet d'une attention soutenue de celles et de ceux qui étudient le management et les processus de décision en milieu professionnel. Comme on pouvait le craindre, on observe cette tendance à différents niveaux, celui des personnes prises individuellement, mais aussi celui des groupes, des organisations. Bazerman et Hall, 84, Ross et Stowe, 93. Certains facteurs peuvent rendre ces escalades d'engagement encore plus probables, qu'il s'agisse de facteurs organisationnels, de facteurs sociaux, culturels, de facteurs politiques, général, etc. Stowe et Ross, 89, Drummond, 94, Geiger et Hall, 98. À titre d'exemple, Moon, en 2001, a pu montrer qu'une orientation des décideurs vers la performance, en particulier vers la performance personnelle, les prédispose davantage encore à cette forme d'adhérence aux décisions. De quoi s'inquiéter lorsqu'on sait que l'escalade d'engagement peut, assez souvent, conduire à des décisions dysfonctionnelles. Vous voulez une traduction en clair, je pense. Parce que, juste au cas où, je pense que c'est pertinent de bien vous le mettre très très clair. Ce qu'a montré Moon en 2001, pour faire simple, c'est que plus tu penses que tous les tenants et aboutissants sont tenus par la personne, que tu es responsable de l'état dans lequel tu te trouves, de ta situation pro et ainsi de suite, plus tu es soumis à faire du gel de décision, et donc plus tu es soumis à te planter. Voilà. C'est assez clair ou... Non, parce que je peux être encore plus clair. Si on prend un crétin comme Macron, qui passe son temps à dire qu'il sait tout et qu'il sait tout mieux que toi et que de toute façon, si tu veux du boulot, t'as juste à traverser la rue et patati patata, parce que évidemment tu contrôles tous les tenants et aboutissants dans les chiffres du chômage, dans toute l'économie générale, mondiale, tout ça. Bref, que si tu veux, tu peux, hein, vous savez, cette idée de merde, voilà. Et bah t'es encore plus susceptible que n'importe qui d'autre de te planter comme une grosse merde. Comme Macron. Encore. Vous savez,
Le crétin qui vient nous dire à des athlètes olympiques oui, vous avez rapporté des médailles, mais pas assez, c'est votre faute. Vous faites un lien ou pas? Non, moi, parce que je suis un peu critique, mais quand même, hein, y a de quoi, au bout d'un moment. Bref, voilà, j'aime bien un peu vous expliquer et vous donner des exemples. Hein. Soyez rassurés, ça reviendra tout le temps. Je suis un peu pas trop du même bord politique que la plupart des partis politiques, je pense que ça vous le savez. Je vais pas le cacher. Hein. En gros, là, donc, ce qui vous explique, c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que plus vous êtes dans un processus de décision, où vous avez engagé une décision, plus vous restez dedans. Et vous avez notamment donc la possibilité de ce qu'on appelle l'escalade d'engagement, qui est tout simplement que, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, plus vous avez investi dans un engagement, moins vous le remettez en question, quand bien même tous les faits vous prouvent que c'est pas bon. Si vous avez fait la première action d'engagement, vous allez rester dedans. Il est probable que vous restiez dedans. Après, qu'on soit d'accord, on est en sciences sociales. Autrement dit, on est sur des probabilités. C'est pas parce que tu as pris une décision qui va dans un sens que strictement à chaque fois, tu continueras à aller dans cette direction. Non. C'est-à-dire que tu as une tendance. Ça veut dire que peut-être dans 50% des cas, 70%, 80%, 90% des cas, tu vas prendre cette décision. Tu vas aller dans le même sens. C'est encore une fois des probabilités. C'est une tendance. Le comportement humain a quand même ça de particulier, qu'il dépend non pas de quelques éléments comme ça qui se tiennent vite fait et qu'on peut très facilement isoler. Non, il dépend d'énormément de facteurs dans votre vie personnelle, dans ce que vous voyez à la télé, dans ce que vous entendez à la radio, que vous voyez à la musique, dans ce que vous lisez, dans vos conversations avec les gens, pour plein de raisons. Et tout ça va participer à prendre des décisions. Et donc vous êtes tout à fait possible, parce qu'on ne tient pas tous les tenants aboutissants, d'avoir des gens qui vont, alors qu'on s'attend à ce qu'ils aillent dans cette direction-là, à prendre une autre direction au final. C'est possible. Mais néanmoins, les tendances restent de bons indicateurs. Si vous avez une expérience qui montre que 70% des gens vont dans telle direction, si on leur présente telle caractéristique, on peut s'attendre à la même chose. Et c'est le cas avec le gel de décision. On voit que quand certains éléments sont présents dans le gel de décision, donc la prise de décision, tout simplement, on va avoir tendance, si c'est la personne qui est responsable de la décision, de constater qu'elle va avoir tendance à prendre le même type d'engagement par la suite, à aller dans la même direction. Quand bien même, encore une fois, les résultats ne sont pas là, quand bien même on peut prouver par A plus B que non, ce n'est pas la bonne direction, ils vont rester dedans. Hashtag le climat, par exemple. Nouvelle sous-partie. Il faut savoir dire stop. Le phénomène d'escalade d'engagement nous a appris que les décisions économiques, même prises par de futurs dirigeants, peuvent se révéler peu rationnelles. Façon de parler, hein. Mais d'autres phénomènes, relevant également d'une telle adhérence aux décisions, ne réhabilitent guère la notion de rationalité, quand bien même celle-ci ne serait que limitée. Nous nous arrêterons à deux d'entre eux, la dépense gâchée et le piège abscon. Ces phénomènes nous aideront à mieux comprendre quelques ratés de notre vie quotidienne et les péripéties d'une soirée qui restera longtemps gravée dans la mémoire de Madame O. Le repas était déjà bien avancé, lorsque Madame O et sa belle-sœur, Edmonde, s'inquiétèrent de la façon dont elles allaient bien pouvoir terminer leur soirée. Leur mari étant en déplacement, elles pouvaient, pour une fois, en faire à leur tête, et elles n'entendaient pas s'en priver. Elles hésitaient entre un important meeting électoral, les élections présidentielles étant imminentes, et le dernier film d'un jeune cinéaste, encensé par la critique mais boudé par le public. L'intérêt du meeting résidait pour Edmonde dans la prise de parole, vers 22h, de M. Michel Brede, le candidat du MUL, le Mouvement d'Union Libérale, aux élections présidentielles. Il résidait plutôt, pour Madame O, dans la probabilité très élevée d'y rencontrer Alphonse et Antonin, ces deux joyeux drills avec lesquels on ne s'ennuie jamais. Quant au film, Au nom de la blouse, il témoignait des difficultés d'insertion des jeunes infirmières dans les structures hospitalières d'Olmat. Cruelle alternative. Si elles optèrent en définitive pour une soirée cinéma, ce n'est guère parce que Edmond disposait ce soir-là d'une entrée gratuite. Et voilà donc, assistant à l'un des films les plus assommants des 10 dernières années. Un scénario sans queue ni tête, des dialogues insipides, sans parler de la bande-son rythmée par une musique à vous mettre les nerfs en pelote. Rapidement, Edmond fit valoir qu'il était ridicule de perdre davantage de temps. Le discours de M. Brede devait commencer d'ici peu. Mais Madame O, qui avait dû, contrairement à sa belle-sœur, payer son billet, répondit qu'une telle conclusion était un petit peu prématurée. À son avis, l'action ne tarderait pas à se dessiner. C'est ainsi qu'après moult tergiversations, Madame O assista, seule,
et jusqu'au bout, à la projection, bien que la fin du film fût plus décevante encore que le début. C'est triste, hein. On a de la peine pour Madame O, hein. Là, moi j'ai beaucoup de peine pour Madame O, hein. Je connais ça, je suis allé voir un film qui était très très mauvais à l'époque au cinéma. Qu'est-ce que c'était nul, et on y restait jusqu'à la fin avec, avec le groupe de potes. A contrario, par contre, on était un groupe de potes et on se foutait de la gueule du film en constant. Et on avait la chance que le film soit tellement nul qu'il y avait personne dans la salle. En fait, il y avait quelques personnes au début, mais genre vraiment pas beaucoup, hein. Pour vous dire, on était un groupe de 5-6, je crois. On était 5-6, nous, groupe de potes. Et il devait y avoir 3 personnes en plus dans la salle de cinéma. Et au bout d'une demi-heure, le film doit durer 1h30, 2h, un truc comme ça. Au bout d'une demi-heure, t'as 2 personnes qui sont parties. Et il y en a une seule qui est restée avec nous jusqu'au bout, sachant que la personne en fait a commencé à se retourner, à discuter avec nous et à rigoler avec nous des trucs qui nous faisaient péter un câble dans le film. Parce que du coup nous on a commencé mais à se bidonner de tellement le film était nul. Et à vraiment à dire mais c'est tellement incohérent sur ça, enfin, et à faire notre vie quoi en fait. C'était nul, mais voilà, nous au moins on a passé un bon moment parce qu'on a discuté au final, mais pas du film. Mais là j'ai de la peine pour elle qui est restée toute seule dans cette séance de film pas très bonne, on dira. 23h30. Madame O attend maintenant le dernier bus qui a déjà, si l'horloge de l'église Sainte-Lucie est à l'heure, près de 7 minutes de retard. Elle néglige d'arrêter un premier taxi en maraude qui passe devant la station. Il finira bien par arriver, se rassure-t-elle en soupirant. Les phares d'un nouveau taxi éclairent lentement les premières gouttes de pluie. Il est plus de minuit, et Madame O se demande s'il ne serait pas plus raisonnable de rentrer en taxi. Non, se réussit-elle. Le bus sera là d'ici 2 ou 3 minutes. Il doit être encore bloqué au carrefour des épinettes. Harassée, trempée, excédée, Madame O est enfin devant sa porte. Sa montre indique minuit 45. Elle a dû finalement se résoudre de rentrer à pied. Comble d'ironie, sa belle-sœur, Alphonse et Antonin achèvent chez elle, en fafard, une délicieuse soirée. C'est nul, hein. C'est très 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 nul, hein, ce qui lui est arrivé. C'était la pire soirée du monde, hein. À l'évidence, Madame O, elle, a gâché la sienne. D'abord, elle s'est imposée d'insister jusqu'au bout à la projection d'un film à dormir debout, alors qu'elle aurait pu, au même moment, prendre part à un meeting, profiter de la présence d'Alphonse, d'Antonin. Ensuite, elle s'est involontairement et bien inutilement imposé une longue marche à pied de nuit et sous la pluie, alors qu'à tout prendre, elle aurait préféré rentrer confortablement chez elle, en taxi. Le premier de ces ratés nous montre que c'est une dépense gâchée, et le second, comment fonctionne un piège abscon. Ils sont en fait, l'un et l'autre, l'objet de très sérieuses recherches expérimentales. Donc voilà, là vous avez tout simplement la situation, l'exemple, à partir duquel, en fait, on va illustrer un champ expérimental qui est donc le champ expérimental de la dépense gâchée et du piège abscon, qui sont donc 2 mécanismes qui peuvent se mettre en place et qui peuvent vous pourrir la vie. Voilà, concrètement. Le phénomène de la dépense gâchée a été initialement étudié par Arquès et Blummer en 85. Des étudiants devaient s'imaginer dans la situation délicate suivante. Ayant dépensé 100$ pour un week-end de ski dans le Michigan et 50$ pour un week-end de ski a priori plus prometteur dans le Wisconsin, ils s'apercevaient avec stupeur que les 2 réservations concernaient le même week-end. Ne pouvant être remboursés ni d'un côté ni de l'autre, ils devaient choisir. Irait-il skier dans le Michigan, un week-end à 100$, ou dans le Wisconsin, un week-end à 50$, sachant que le séjour dans le Wisconsin représentait pour eux plus d'attrait. Donc celui qui est le moins cher est plus intéressant, mais il est moins cher. Un consommateur rationnel choisirait évidemment le Wisconsin. L'argent des 2 week-ends étant de toute façon dépensé, on se trouve dans une situation de quelqu'un qui doit effectuer un choix entre 2 possibilités qui coûtent exactement le même prix, 150$. Ce qui est logique. La sagesse voudrait qu'on choisisse celle qui présente le plus d'avantages, puisque dans tous les cas le coût est le même, vu que l'argent ne peut pas être remboursé. C'est d'ailleurs ce qu'impliquent les théories économiques. Vous savez les fameuses théories économiques, la main invisible, le marché qui s'autorégule, tout ça. Les acteurs économiques, les agents économiques qui sont censés être rationnels. Vous voyez ou pas? Ça vous parle un petit peu ou pas tout ça? Vous allez voir, c'est rigolo.
Ces théories présupposent en effet un décideur rationnel qui connaisse les coûts et les bénéfices de chaque action possible, qui ne manquera pas d'opter pour celle qui correspond à l'utilité ou à l'intérêt maximum. La même rationalité eût voulu que Madame O, réalisant à la fois que 1. Elle s'ennuyait comme elle ne s'était jamais ennuyée au cinéma, et que 2. Quoi qu'elle fasse, elle ne pourra pas se faire rembourser son billet, 3. Que Madame O décida, comme sa belle-sœur Edmonde, d'au moins profiter du dernier meeting politique organisé par le MUL, et de son éventuel prolongement avec 2 bouts en train, histoire de pas tout perdre. La plupart des étudiants interrogés par Arquès et Blummer ne se montrèrent pas plus rationnels que Madame O, puisque contre toute logique, la majorité d'entre eux, 54%, optèrent pour le Michigan, c'est-à-dire pour le week-end le plus cher, et non pour le Wisconsin, week-end pour lequel pourtant il était plus intéressant. Le phénomène de la dépense gâchée apparaît chaque fois qu'un individu reste sur une stratégie ou sur une ligne de conduite dans laquelle il est préalablement investi, en argent, en temps, en énergie, au détriment d'autres stratégies ou lignes de conduite plus avantageuses. Alors là, typiquement, j'en vois venir qui vont critiquer et qui pourraient, en disant bah c'est pas vraiment probant puisque vous avez 54% et donc de l'autre côté 46%. Finalement, c'est pas trop loin de 1 sur 2. Finalement, c'est pas si pertinent que ça. Mais il faut bien comprendre qu'on est dans une situation où en fait la dépense est faite. Vous avez perdu 150 euros. Enfin, 150 $. Point. Vous avez 2 week-ends, un qui est vachement plus avantageux que l'autre. C'est pas du genre peut-être... Ouais, non, c'est présenté comme celui qui était la dépense la moins chère, que 50 $, est plus intéressant. Mais vous êtes dans la situation où dans tous les cas, vous avez dépensé 150. Vous ne pouvez pas récupérer l'argent que vous avez dépensé. C'est trop tard. Vous avez investi l'argent, c'est fini, vous l'avez plus. Donc, vous êtes dans une situation où vous en avez une situation qui est bien plus intéressante que l'autre. Et pourtant, même comme ça, vous avez quasiment 1 sur 2 qui va choisir celle qui n'est pas intéressante. Parce que, originalement, elle coûtait plus cher. Mais encore une fois, du coup, d'un point de vue rationnel, ce n'est pas logique. Puisque vous avez une des deux situations qui est bien plus intéressante que l'autre et que dans tous les cas, l'argent est dépensé, fini, basta, vous l'aurez plus. Normalement, l'écrasante majorité devrait choisir le séjour plus intéressant. Or, ce n'est pas ce qu'on se constate. Et c'est pour ça que les résultats sont significatifs. C'est parce que, alors que, de manière évidente et rationnelle, il faudrait absolument plutôt aller dans la situation qui est la plus intéressante, les gens se retrouvent dans une situation quasiment de 1 sur 2, et pas plus. Ça montre bien justement que le mécanisme est présent et fonctionne. C'est le cas lorsque vous vous efforcez de finir un pommard 71 éventé et bouchonné, plutôt que de déboucher une bouteille de ce petit vin de pays dont vous vous délectez pourtant tous les dimanches ordinaires. Tout se passe à nouveau ici comme si on s'obligeait à poursuivre dans un cours d'action ayant fait l'objet d'un investissement important. Un pommard 71 quoi. Entre parenthèses, il est marqué que c'est le cru du millénaire pour certains œnologues. Donc en gros, c'est une bouteille de vin qui vaut une blinde. Et donc dans le cours d'une décision antérieure, coûteuse, négligeant par là même les opportunités pourtant plus satisfaisantes. Donc ça, c'est le premier, c'est le fameux mécanisme de la dépense gâchée. La dépense gâchée qui, du coup, va tout à fait réagir et très bien interagir dans le cas du gel de décision. Le gel de décision, c'est vous avez pris une décision, vous allez dans cette direction, et vous pouvez avoir ce qu'on appelle un enchaînement de décisions, de gel de décision, qui va se passer à partir du moment où notamment vous pouvez avoir ce genre de mécanismes qui vont se mettre en place, comme la dépense gâchée, qui fait que vous allez rester dans cette courbe d'action alors que c'est pas bon, alors que vous voyez, que vous savez, que vous avez les éléments pour dire que non c'est de la merde et qu'il faudrait pas le faire. Mais vous avez pris la décision à la base, donc vous êtes allé dans cette direction, et vous avez investi, et du coup plus vous investissez, plus vous restez là-dedans, tout simplement. Et donc ces différents mécanismes, ils vont bien sûr interagir entre eux et encore plus renforcer ces effets-là. Ces effets délétères, on va dire même. Je me cale un peu bien, m'en voulez pas. Pour bouquiner, c'est mieux. Et en plus comme ça, j'ai le micro qui est juste en face, donc vous devriez très bien capter ma voix. Le piège abscon ne se distingue pas fondamentalement de la dépense gâchée, pas plus qu'il ne se distingue fondamentalement de l'escalade d'engagement. Il procède toujours de cette tendance qu'ont les gens à persévérer dans le cours d'une action, même lorsque celui-ci devient déraisonnablement coûteux, ou ne permet plus d'atteindre les objectifs fixés. Imaginons le jeu suivant. Vous disposez d'une mise de 400 €, et l'occasion vous est offerte de gagner un jackpot de 200 €. Comment ? En face de vous, un compteur gradué avance au rythme d'un chiffre par seconde, partant de 1, allant jusqu'à 500.
Vous gagnez les 200 € du jackpot si vous laissez tourner le compteur jusqu'à un certain chiffre X fixé à l'avance, mais que, bien évidemment, vous ne connaissez pas. Vous savez en revanche que chaque unité vous coûte 1 €, de telle sorte que si d'aventure le chiffre X est supérieur à 400, non seulement vous ne gagnerez pas les 200 € du jackpot, mais encore vous aurez perdu les 400 € que vous disposiez au départ. Vous avez bien sûr la possibilité d'arrêter le compteur quand vous le voulez, le solde vous restant étant acquis. Le principe du jeu est donc simple, vos chances de gagner le jackpot augmentent avec les pertes que vous acceptez de subir, mais vous pouvez aussi tout perdre et ne jamais toucher le jackpot. Vous voyez à peu près la situation du coup ? N'hésitez pas, hein, je me répète, mais n'hésitez pas à intervenir pour me dire là je comprends pas, ou c'est pas suffisamment clair, ou c'est quoi cette notion qui a été bordée à côté et que je comprends pas. Vraiment, n'hésitez pas à participer. Là c'est vrai que vous êtes vachement plus calme que tout à l'heure, j'ai l'impression. Mais faut pas hésiter à me biper, hein, et je vous dirai tout ce que je sais, tout ce qui peut vous aider. Dans une de leurs expériences, Brockner, Shaw et Rubin, en 79, demandèrent à leur sujet de se livrer à ce jeu. Ils s'étaient arrangés toutefois pour que personne ne puisse jamais gagner le jackpot, afin d'étudier jusqu'où les sujets étaient prêts à aller dans leur perte. Dans un tel jeu, le joueur est en fait placé dans une situation assez semblable à celle de Madame Mo, attendant le dernier bus. Chaque chiffre qui tombe, chaque minute qui passe, s'il n'augmente en rien la probabilité objective d'atteindre le but, donne néanmoins l'impression subjective que l'on s'en rapproche un petit peu plus. Tout se passe donc comme si l'individu était placé dans un piège dans lequel la difficulté qu'il éprouve à faire le deuil de ce qu'il a déjà investi en argent ou en temps est accentuée par le sentiment qu'il peut avoir la proximité du but. Deux caractéristiques rendent ce piège abscon particulièrement redoutable. D'abord, et là est la première caractéristique, l'individu peut être engagé dans un processus qui se poursuivra de lui-même jusqu'à ce qu'il décide activement de l'interrompre, si toutefois il le décide. Dans l'expérience de Brockner, Shaw et Robin, le compteur s'arrêtait quelques secondes tous les 40 chiffres. Dans une première condition, les joueurs devaient dire stop lorsqu'ils souhaitaient s'arrêter. Dans une autre condition, ils devaient au contraire dire allez à chaque pause s'ils entendaient continuer. Dans la première condition, le compteur repartait donc automatiquement si le sujet ne disait rien, alors que dans la seconde, il ne repartait que si le sujet en formulait expressément la demande. Les résultats sont sans appel. Les pertes sont beaucoup plus importantes dans la première condition que dans la seconde, c'est-à-dire lorsque les joueurs sont confrontés à un processus qu'ils ont décidé de lancer et qui, cette décision prise, va poursuivre inexorablement, sauf intervention active de leur part. Là, on tombe en fait dans un mécanisme où, tout simplement, si vous avez déclenché le processus, mais qu'il se continue sans votre intervention, et que vous, par contre, vous avez la capacité de l'arrêter, mais qu'il continue sans votre intervention, vous allez être plus facilement soumis à ce piège, vous allez plus facilement vous retrouver dans une situation où vous dépensez bien plus, et beaucoup trop même d'ailleurs, et que vous en avez des pertes beaucoup plus grandes. A contrario, dans la seconde du coup, où vous avez non pas le processus qui continue tout seul, mais c'est à vous de relancer le processus, là les pertes sont moindres. Présentes quand même, mais moins. Attendez que je retrouve. Les joueurs qui perdent le plus sont donc ceux qui doivent dire stop, et qui ne savent pas le dire. A l'inverse, les joueurs qui doivent dire allez, pour signifier qu'ils souhaitent continuer, et qui sont ainsi conduits à décider à intervalles réguliers de poursuivre ou non le jeu, sont ceux qui perdent le moins d'argent. En somme, l'individu qui s'est placé dans un piège abscon, en prenant une décision initiale, ne peut en sortir qu'en prenant une nouvelle décision. Mais encore faut-il que l'opportunité lui en soit donnée. De ce point de vue, le dispositif le moins pernicieux est celui qui oblige le joueur à régulièrement analyser ce qu'il en est de ses pertes et de ses gains, et à décider en conséquence de continuer ou d'arrêter. Autrement dit, ce qu'il vous dit, c'est que si vous vous retrouvez dans ce genre de situation, en fait, si vous avez la chance d'être dans un mécanisme qui vous met une pause de force, et que c'est à vous de relancer le processus, mais que ça va s'arrêter si vous ne relancez pas, ça vous permet en fait d'avoir le temps, d'avoir les outils cognitifs pour réfléchir, remettre en question, analyser, et voir s'il est pertinent ou pas de continuer. Alors qu'à contrario, si c'est un mécanisme automatique, quand bien même il y a un instant de pause, si ça continue tout seul et que c'est à vous de l'arrêter, mais que ça continue tout seul, même après un instant de pause, vous n'avez pas forcément la capacité et tous les moyens de réfléchir clairement
si les gains, les pertes sont bonnes, et du coup vous pouvez pas vraiment poser un jugement, une analyse pertinente de votre situation, parce que vous êtes enchaîné dans le processus et que le processus continue en fait avec ou sans vous. Et du coup en fait vous êtes un peu à la traîne, vous êtes un petit peu tiré, on va dire, par le processus. Ensuite, et c'est là la seconde caractéristique qui concourt à donner au piège abscon toute son efficacité, l'individu peut ne pas avoir fixé a priori de limite à ses investissements. Par exemple, ne pas avoir décidé une fois pour toutes quelle somme il souhaite engager dans un jeu, ou combien de temps il va attendre à un arrêt de bus, ou combien de temps il va attendre Madeleine, etc. Dans la même expérimentation, Bruckner, Shaw et Robin ont ainsi pu constater que les sujets auxquels on avait demandé dès le départ d'annoncer la somme qu'ils voulaient jouer avaient perdu moins d'argent que ceux auxquels cette demande n'avait pas été adressée. Il est donc probable que si Madame O avait fixé, en arrivant à la station de bus, une limite à sa patience, par exemple, si elle avait décidé de ne pas attendre au-delà de minuit, elle eût alors jugé sage d'arrêter le second taxi. Ainsi, la meilleure façon d'éviter de tomber dans un piège abscon consiste-t-elle à décider dès le départ de se donner un seuil à ne pas dépasser. Dans ce cas, en effet, mais dans ce cas uniquement, ce seuil peut être fixé sur des bases d'une analyse rationnelle des risques encourus au regard des bénéfices attendus, sans que cette analyse ne soit biaisée par le sentiment d'avoir trop avancé pour reculer. On voit à présent se dessiner les contours d'un bon piège abscon. Je fais un parallèle avec le burn-out là. Oui, ça peut tout à fait, parce que ce sont exactement le même genre de mécanisme en fait. Le burn-out, c'est pas sans raison. C'est que tu vas trop t'investir dans ton travail, tu vas trop t'investir dans ce que tu fais, et tu vas t'investir au-delà du rationnel, au-delà de ton propre bien. Et plus tu vas t'investir dedans, moins tu as envie de te remettre en question, parce que tu te dis, bah, justement, j'ai tant investi, je vais pas quitter mon travail, je vais pas arrêter de faire ça. Et du coup, tu forces encore plus. Mais du coup, tu investis encore plus. Et c'est comme ça que tu tombes dans une situation qui est extrêmement dommageable. Mais le gel de décision, il faut bien comprendre qu'il s'applique à énormément de situations. Là, on prend le cas, par exemple, concrètement d'un jeu d'argent, du casino. D'ailleurs, le casino marche sur ça, hein, concrètement. C'est là-dessus que se font les casinos, hein. C'est sur le fait justement du gel de décision, c'est sur ces mécanismes-là que ça se passe. Mais ça peut marcher à plein d'autres trucs. Madame O, par exemple, elle attendait un taxi, enfin elle attendait un bus, et du coup elle a attendu très longtemps, à tel point qu'il n'y ait jamais de bus qui est venu, et qu'elle a fini par rentrer à pied sous la pluie en pleine nuit, et bien trop tard. Mais ça peut vraiment s'appliquer à plein de choses. Le gel de décision, ce sont des choses qui peuvent vous arriver à n'importe quel moment pour n'importe quoi. Si je veux faire un autre parallèle, par exemple si je prends mon cas à moi, concrètement, je sais que si je live trop longtemps, ça me défonce la santé, ça me défonce la gueule. Je le sais, parce que malheureusement j'ai une maladie qui fait que je suis très vite fatigué, que mon cœur s'essouffle, que du coup j'ai des palpitations, j'ai des tremblements, enfin ça me fatigue. Vous parlez en constant, ça va me fatiguer aussi, parce que ça me fait parler, ça me fait réfléchir, ça fait marcher toute la machine humaine que je suis, et malheureusement je n'ai pas une santé ultra incroyable, et donc je sais que rationnellement, dans l'idéal, si je faisais des lives de 5-6 heures, c'est bien. Pas plus. Dans l'idéal, ça serait ça. Dans les faits, quand je joue par exemple à du Assassin's Creed Valhalla, quand je vous fais un live lecture, quand je vous fais n'importe quoi, je m'amuse tellement à être là avec vous, je suis tellement content de voir les gens qui réagissent. Typiquement, ça marche d'ailleurs d'autant plus quand il y a des gens qui réagissent. Quand il y a des gens dans le chat qui parlent, j'ai encore moins envie de m'arrêter. Si par exemple je prends un raid, si j'étais en fin de stream et que je prends un raid, et que du coup il y a 10, 20 personnes, 30 personnes ou plus qui arrivent, j'ai encore moins envie d'arrêter le stream, parce que justement il y a des gens qui viennent d'arriver, et du coup je me dis bah non, on va pousser encore un petit peu quand même, et c'est comme ça où du coup tu te retrouves à faire des streams de 8h, 9h, ou comme je l'ai déjà fait une fois, et que c'était une très mauvaise idée, 13h30 de live, et que du coup je suis mais dans un état pitoyable après, parce que justement j'ai pris une première décision, et puis que du coup j'investis dedans, j'investis du temps, je vous vois répondre, et je m'investis dedans, et du coup, j'ai pas envie d'arrêter là parce que je me dis si ça se trouve demain, ça sera plus là, donc il faut investir, il faut rester là maintenant, là, maintenant. Et du coup, tu vas te retrouver dans ce processus d'escalade où tu vas continuer, alors que c'est pas bon et rationnellement c'est pas bon. Si vous êtes là aujourd'hui, il y a de très grandes probabilités que vous soyez là demain. Si vous êtes resté là aujourd'hui 4h30 avec moi, il y a de grandes chances que demain vous soyez là aussi quand je vais liver. Si ça fait 6 mois que je vous vois tous les jours, il y a quand même de très grandes chances que vous soyez toujours là demain. Et même si vous n'êtes pas de là demain, peut-être que vous serez là, probablement là après-demain ou la semaine prochaine, parce que vous aurez eu là un imprévu, des vacances, du travail, peu importe. Mais ce que je veux dire, c'est que rationnellement, j'ai conscience que du coup, faire des lives qui durent longtemps n'est pas pertinent. Mais pour autant, comme n'importe quel être humain, je suis soumis au jeu de décision.
Et du coup, j'investis du temps, j'investis de l'énergie. Et plus j'investis, plus je veux que ça continue. Et donc, bah, plus je reste. Alors que je sais que ça ne coûte rien. Et que je ne vais pas perdre de couper, par exemple, le live là et de reprendre demain. Et donc, vraiment, le jeu de décision, ça marche sur plein de choses. Toi, t'en fais un parallèle avec le burn-out. Mais même au-delà du burn-out, il y a plein de choses dans ta vie où tu as du gel de décision qui se passe. Quand tu te dis, par exemple, je sais pas moi, tu vas faire tes courses, tu cherches un produit en particulier, tu fais tout le rayon et tu vois bien qu'il n'y a pas le produit. Et tu continues à chercher. Tu continues à chercher ton produit. Alors que tu as fait le rayon qui normalement contient le produit, il n'était pas là. Et tu vas faire peut-être une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure dans le magasin à tourner dans tous les rayons pour chercher ton putain de produit que tu trouves pas. Et que tu trouveras pas, puisque dès le début, tu as bien vu que le rayon qui était censé le contenir ne le contient pas. Mais tu te dis non, mais peut-être ailleurs. Et plus tu investis du temps, plus tu investis de l'énergie à le chercher ailleurs en te disant peut-être dans le truc des promos, peut-être qu'ils l'ont mal rangé, peut-être qu'ils n'avaient pas la place, qu'ils l'ont mis sur un demi-rayon à côté, et ainsi de suite. Plus tu investis, plus tu restes dans le magasin et plus tu continues tes courses qui tournent. Ou en fait, tu vas juste tourner pour chercher son putain de produit que tu trouveras jamais. Et ça, c'est encore un exemple, mais il y en a plein des exemples comme ça. Vous en avez plein. C'est pour ça que je te reproche de ne pas faire de pause maintenant. Plaît-il? Plaît-il? Je ne suis pas là, je lis. Vous m'aimez bien. N'oubliez jamais que vous m'aimez bien avec mes défauts. Voilà. Tap. J'en étais où? Je crois que j'en étais là. Ici. L'individu a décidé de s'engager dans un processus de dépense en argent, en temps ou en énergie pour atteindre un but de donné. Ça, c'est le premier point d'un bon piège abscon. Deuxième point. Que l'individu en soit conscient ou non, l'atteinte du but n'est pas certaine. Et oui. Si vous savez de manière sûre et certaine que vous allez obtenir ce que vous voulez obtenir à la fin, ça ne marche pas, c'est pas un bon piège abscon. Le piège abscon, c'est justement que le but est totalement incertain. Et que du coup, plus vous investissez dans l'idée d'avoir ce but, qui est incertain, bah plus vous allez potentiellement en perdre, puisque ce but est incertain. Tu ne m'aurais pas dit que c'était pas le rythme le plus sain et que tu en avais parfaitement conscience, j'aurais jamais rien dit. Voilà, je vous tire la langue. Troisième point. La situation est telle que l'individu peut avoir l'impression que chaque dépense le rapproche davantage du but. 4. Le processus de poursuit, sauf si l'individu décide activement de l'interrompre. 5. L'individu n'a pas fixé au départ de limite à ses investissements. Ainsi peut-il perdre 400 € pour tenter d'en gagner 200. Ainsi peut-il passer plus de temps à attendre un bus qu'il ne lui en aura fallu pour rentrer d'un pas tranquille chez lui. Donc là typiquement vous avez donc deux mécanismes qui se mettent très facilement en place dans le gel de décision et qui vont participer à ce qu'on appelle l'escalade du gel de décision et qui peut être vraiment très délétère dans énormément de situations. Alors on rappelle quand même qu'ils ont commencé en taclant les politiques et les politiques et le monde de l'entreprise. C'est pas sans raison, hein. C'est des psychologues sociaux du travail des organisations, hein. Enfin, Monsieur Joule, en tout cas, c'était un psychologue social du travail des organisations, même si aujourd'hui il est à la retraite, il a toujours le titre, et du coup, très clairement, son travail, c'était comme moi d'aller en entreprise pour gérer un peu les situations de travail et voir ce qui allait pas et essayer de proposer des recommandations. Donc, à un moment donné, s'il tacle le monde du travail, c'est pas sans raison, hein. On peut dire que c'est pas sans raison. Faites ce que je dis et pas ce que je fais. Chut. Nouvelle sous-partie. De l'enlisement militaire au Vietnam à la facture du garagiste. On va taper les États-Unis aussi un petit peu. Encore une fois, on aurait tort à ne voir en Madame O qu'une femme stupide ou niaise, tombant plus souvent qu'à son tour dans les traquenards les plus vils que nous tend l'existence. Nous la connaissons bien, et ce n'est pas le cas. On aurait tort également de croire que les phénomènes d'escalade d'engagement, de dépenses gâchées, ou autres pièges abscons ne se manifestent que dans d'obscurs laboratoires animés par des chercheurs farfelus. Qu'on se détrompe, ces phénomènes sont, hélas, d'observation courante, tant dans la gestion des affaires du monde que dans le domaine plus routinier de la vie quotidienne. En voici quelques exemples. Après, une fois passé les 200, j'ai pas compris la logique de continuer à jouer. Une fois que tes pertes seront forcément supérieures à tes gains, quand bien même tu gagnes le gros lot. C'est si puissant que ça, je veux dire, on sait parfaitement que l'issue sera négative. Ben oui, mais en fait le fait c'est que justement tu as le mécanisme de l'espoir. Tu as le mécanisme que tu peux toucher le jackpot. Et ça suffit à contrecarrer tout. Et à te retrouver dans une situation où tu perds beaucoup plus que ce que tu peux rationnellement gagner.
Si tu réfléchis 30 secondes, le plus rationnel, hein, vu que tu sais pas du tout où est le curseur qui te donne le jackpot sur les 500 secondes, tu t'arrêtes dès le début, tu gagnes 400 euros, point. Et là, tu es sur du rationnel pur. Tu es sur du pur rationnel. Mais le problème, c'est que c'est pas comme ça que ça marche. Justement. Et c'est là où il y a un gros problème sur toutes les théories économiques et sur pourquoi est-ce que le monde libéral capitaliste est profondément stupide. C'est qu'ils partent du principe que les gens sont tous rationnels, ont toutes les connaissances, les tenants et aboutissants de toutes les décisions qu'ils peuvent prendre sur le marché et ainsi de suite, et que du coup ils vont tous s'autoréguler les uns les autres, alors qu'on sait très bien par A plus B, là on est la preuve encore une fois, et c'en est une parmi tant d'autres, que les gens ne prennent pas des décisions rationnelles. Ils ne prennent pas des décisions rationnelles. Donc de fait, tu peux pas partir du principe que les gens vont prendre des décisions rationnelles. C'est con. Tu le sais qu'ils ne prennent pas des décisions rationnelles. Pourquoi rester sur ce modèle-là? Économiquement parlant, ça n'a pas de sens. Il n'y a plus d'espoir à ce stade. Bah, oui et non. Oui et non. Le problème, c'est que tu as engagé du temps. Tu as engagé du temps pour gagner le jackpot. Donc, puisque tu as engagé du temps, puisque tu as engagé tes espoirs dedans aussi, bah, tu as investi. Comment ça, les humains sont irrationnels? Ouais. Et oui. C'est dur à croire, hein. Et ouais, je sais. On est tous des Trump en puissance ou des Macron, hein. Et oui. Oui, je comprends l'espoir de gagner le gros lot, quitte à ce que ta somme soit nulle. Mais même moi, je serais capable de m'investir si on me le suggérait. Mais j'aurais du mal à dépasser les 200. Bah, t'aurais du mal à dépasser les 200, et en même temps, si t'es dans le processus ou le truc comme ils disent, hein, si ça se fait sans toi, si ça continue sans que tu sans que tu aies besoin de dire stop, hein, enfin, si ça continue sans que tu aies besoin de relancer, pardon, tu vas te laisser dépasser parce que plus tu as investi de temps, plus tu as l'espoir d'avoir le jackpot, plus tu as l'espoir du coup de récupérer le jackpot, quand bien même tu gagneras moins, ça reste que tu veux gagner puisque tu as essayé de gagner le jackpot. Donc tu as investi du temps. Encore une fois, ce n'est pas qu'une valeur pécuniaire, ce n'est pas que juste je vais gagner plus d'argent. C'est que tu as investi du temps, tu as investi de l'espoir, tu as investi tes émotions, tu as investi ta réflexion sur le fait de réussir à trouver le jackpot. C'est ça le truc aussi qui rentre en compte. Et le temps, c'est de l'argent. Ah. Mais voilà, le principe en fait, c'est qu'il n'y a pas que de l'argent. Quand bien même là, on parle d'un jeu d'argent, il n'y a pas que ça qui rentre en compte, justement. Tu as l'argent de base, qui est bien sûr l'élément de base du piège. Mais une fois que tu t'es mis dans ce piège, c'est plus l'argent qui va rentrer en compte, c'est le fait que tu as investi de l'argent dans un objectif. L'objectif de gagner le jackpot de 200 euros, qui rationnellement, d'un point de vue pécunier, est pas intéressant au bout d'un certain moment, puisque du coup tu auras forcément plus de pertes que de gains, ok. Mais encore une fois, c'est plus là où tu as investi en fait. Tu as investi sur ton temps, tu as investi sur ton espoir, tu as investi sur le fait de toucher le jackpot. Et c'est là où tu vas avoir l'investissement. C'est pas en termes d'argent. J'imagine que j'ai plus l'habitude de savoir reconnaître des échecs d'investissement du coup, après avoir appris à la manière forte. Ça peut. Bien sûr, il y a un truc qu'il faut prendre en compte. Sachez que par exemple, il y a un truc qui est rigolo. Je mets en pause le livre 30 secondes, le temps de discuter de ça. Savez-vous que d'un point de vue statistique, ce qui est étonnant, c'est que les gens qui survivent le mieux à des catastrophes, ce sont les gens qui ont vécu des catastrophes. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'expérience et que du coup ils savent quoi faire. Enfin, plus facilement. À partir du moment où tu as survécu à une catastrophe, tu es plus susceptible que d'autres, d'un point de vue statistique, de survivre à d'autres catastrophes. Parce que tu as connu l'expérience, parce que tu sais, parce que tu as déjà vécu quelque chose de similaire et que du coup tu as plus facilement que d'autres une courbe de décision à prendre, parce que tu vas être consistant tout simplement, et que du coup puisque tu sais que s'il se passe ça, si le sol tremble, il faut se mettre sous une table pour espérer peut-être ne pas prendre le plafond sur la gueule, ou en tout cas survivre si le plafond tombe, et tu vas assez directement te mettre sous la table. Là où contrairement à quelqu'un qui n'a jamais connu de tremblement de terre, si ça commence à trembler, il va être paniqué, il va dire ah merde, qu'est-ce que je fais, et il va pas forcément avoir le réflexe d'aller tout de suite sous la table. Peut-être qu'il l'aura à terme, mais peut-être pas dès les premières secondes. Et ça se voit typiquement avec par exemple les Japonais. Tu prends les Japonais qui malheureusement vivent donc au Japon, qui connaît des tremblements assez réguliers. Le sol tremble, les gens savent qu'il faut aller se mettre en dessous d'un truc. Les gens réflexent en école, tu vas sous la table, point, direct. Tu vas dans une région du monde où on connaît pas souvent des tremblements de terre, t'as des tremblements de terre, les gens sont paniqués, ils savent pas quoi faire et ils se mettent pas sous la table forcément. T'en as peut-être toujours quelques-uns qui vont le faire. Et après vous aurez le principe du mécanisme justement de la réponse à autrui. En fait tu vas chercher, c'est un peu ce que vous avez expliqué avec
Les Japonais qui malheureusement vivent au Japon. Oui. Tu vas avoir le mécanisme de l'ignorance collective qui est que en fait quand il y a une agression par exemple vous ne savez pas quoi faire parce que tout le monde regarde autour pour savoir quoi faire puisque c'est une situation qui est inhabituelle. Et comme tout le monde regarde les autres pour savoir quoi faire, personne ne fait rien puisque de fait tout le monde ne fait que regarder les autres. À partir du moment où tu as une personne qui réagit, tout le monde réagit ou presque. Et ben c'est le même principe là, c'est que à partir du moment où vous voyez quelqu'un qui va réagir, vous allez avoir le groupe qui va avoir tendance à réagir pareil parce que quelqu'un a fait une décision, quelqu'un a pris un truc, il semble réagir à la crise qui vous est présentée, en l'occurrence là un tremblement de terre, et du coup vous le copiez, puisque si lui réagit, c'est qu'il doit savoir quoi faire, quand bien même c'est faux. Mais bon, vous voyez l'idée. Mon papa a vécu au Pérou, et lors d'un tremblement de terre, il est resté à la cantine, car il n'avait pas fini son assiette à la cantine de l'école primaire. Mais quel enfer. Mais what? D'accord, pourquoi pas. Pourquoi pas. C'est conceptuel, mais ok. Ok. Moi, je vous avoue que j'ai pas connu beaucoup de tremblements de terre. Dans ma région, ça arrive qu'il y en ait une fois de temps en temps, mais ils sont très légers. C'est enfin vraiment. Tu sais vite fait que le sol a tremblé, mais c'est rapide quoi. Donc, du coup, j'ai jamais eu le réflexe spécialement d'aller sous une table ou quoi. Et je présume que si ça tremble là comme ça, j'aurais pas forcément le réflexe d'aller sous une table ou quoi. A contrario, je sais très bien que des gens, par exemple, encore une fois des Japonais, qui connaissent malheureusement ça un peu plus régulièrement, premier réflexe, ça va être d'aller sous une table, quoi, direct. C'est pour ça qu'il faut agir ou interpeller un gens au pif pour qu'il ou elle se sente impliqué et agisse, et donc qu'il pousse les autres à agir. Tout à fait, tout à fait. Très bon conseil, comme nous dit Ardine. Dans le cas d'une agression, vous assistez, vous subissez une agression, vous appelez quelqu'un distinctement, genre « Toi, aide-moi !» en distinguant quelqu'un vraiment en particulier et ça va pousser les gens à vous aider directement. Là où par contre si vous le faites pas et que vous appelez même à l'aide de manière indistincte, et ben tout le monde va regarder tout le monde pour savoir quoi faire. Donc voilà, n'hésitez pas hein, en cas d'agression ou si vous assistez à une agression, vous désignez quelqu'un, vous dites toi viens m'aider, toi là on y va. Enfin faut vraiment forcer au moins une personne à y aller avec vous. En soi si vous assistez à une agression et que vous agissez déjà ça peut pousser les autres, mais faut pas hésiter à appeler aussi les autres à l'aide. Ça marche, ça marche. Des tremblements de terre, il y en a tout le temps à Taïwan. Au bout d'un moment, ça devient un peu familier. Tu réagis pas forcément de trop. Ce qui casse, il y en a pas tant que ça. Oui, c'est ça. C'est que un autre truc, c'est que tu vas savoir la menace aussi. C'est-à-dire que si tu vis dans un endroit où il y a beaucoup de tremblements de terre et que tu vas voir, donc là, je garde toujours l'exemple des tremblements de terre. Mais comme tu le dis, tu sais ceux qui vont casser ou pas. Tu vas le voir à la qualité du tremblement en fait, parce que justement, tu y es présenté souvent. A contrario, tu n'as pas trop souvent de tremblements de terre. Tu vas en sentir un, tu vas paniquer. Parce que tu sauras pas si c'est un qui peut être dangereux ou pas en fait. Parce que t'as pas l'habitude, tu sauras pas quoi faire. Là où effectivement, si toi tu es habitué à avoir des tremblements de terre, bah tu sais que par exemple là c'est un faible et que ça craint pas grand chose. Et tu vas faire ta vie un peu normalement. Tu vas faire vite fait gaffe, mais tu vas continuer à faire ta vie un petit peu normalement. Et à contrario, si t'en sens un qui va être un peu plus vénère et que tu sais que là ça peut facilement partir en couille, tu vas te mettre sous une table, par exemple. Bref, voilà, petit aparté là-dessus. Je continue ma lecture quand même. Enfin, ma femme, elle panique à chaque fois. Question de caractère, je crois qu'elle aime paniquer. Je dirais pas qu'elle aime paniquer, c'est pas le terme que je dirais. Par contre, effectivement, vous avez aussi bien sûr des facteurs individuels qui rentrent en compte. Encore une fois, on parle en sciences humaines, on parle en sciences sociales de tendance, de pourcentage. Vous n'aurez jamais, presque jamais, 100% des personnes qui vont agir exactement comme vous l'avez prévu, présenté à la condition que vous leur avez donnée. C'est improbable. Ça peut, enfin, oui, c'est improbable. Ça peut arriver, mais c'est improbable que ça arrive. C'est improbable. Mais ça peut arriver, foncièrement. Vous pouvez tomber dans une situation, tout à l'heure on a vu, il y avait une des expériences où ils ont eu 100% des résultats attendus qui ont fait le résultat attendu. Donc dans le cas de l'engagement. Mais c'est généralement improbable. Généralement on est plutôt au maximum sur des valeurs qui peuvent aller jusqu'à 90%, 70%. Pas forcément beaucoup plus, quoi. C'est pas forcément pertinent. Enfin, pas forcément pertinent. Enfin, ça devient improbable après d'avoir plus. Ça peut, mais ça reste improbable. Du coup, je disais. Donc, en voici quelques exemples. Mais si c'est. Oui, mais si c'est des tendances, ça prouve que c'est pas une vraie science. Et donc qu'on peut ignorer les rapports. Ouais, c'est un peu ce que disent certaines personnes de droite, beaucoup, nombreux. Et qui me saoulent parce qu'ils comprennent tellement rien à la science, putain. Bref, je te présente mes excuses et on reprend ton article. Tu sais d'avance que je vais être trigger, tu le sais d'avance. Mais quelle honte. En 65, le sous-secrétaire d'État des USA,
George Ball soumettait au président Johnson un rapport consacré à ce qu'allait devenir la guerre du Vietnam. Il était notamment écrit dans le rapport: dès qu'un grand nombre de troupes américaines auront été engagées dans les combats directs, elles commenceront à enregistrer de lourdes pertes. Elles ne sont pas équipées pour livrer des batailles dans un pays inhospitalier, pour ne pas dire franchement hostile. Après avoir subi de grosses pertes, nous serons entrés dans un processus quasi irréversible. Notre implication sera si grande que nous ne pourrons pas nous arrêter avant d'avoir complètement atteint notre objectif, sauf à accepter une humiliation nationale. De ces deux possibilités, je pense que l'humiliation devrait être plus probable que l'atteinte de nos objectifs, même après avoir subi de lourdes pertes. C'est rigolo, non? Enfin rigolo, c'est ironique. La guerre du Vietnam, un des plus grands fiascos militaires des États-Unis. Concrètement, avant d'y aller, ils avaient connaissance de cause que si on y va, il y a quand même plus de chances qu'on se fasse bolos la gueule qu'autre chose. Et ils y sont allés. Et ils se sont fait bolos. Voilà. Ainsi, non seulement le rapport de George Ball anticipait sur ce qui serait l'issue de la guerre du Vietnam, mais encore mettait-il en garde, avec une étonnante clairvoyance, le président des États-Unis contre les risques d'une escalade militaire. Les recherches de Stowe sur le phénomène d'escalade d'engagement éclairent parfaitement le processus de cette escalade, à l'image des étudiants de la Business School. Le président Johnson, loin de réviser une stratégie qui se révélait au fil du temps désastreuse, trouvait au contraire dans chaque nouveau revers militaire de bonnes raisons pour la maintenir. Certes, le phénomène d'escalade d'engagement ne suffit pas certainement à lui seul à expliquer les décisions d'un président des États-Unis, mais à tout bien peser, qu'il ait fallu attendre l'élection d'un nouveau président pour que soit mis fin à la guerre du Vietnam a de quoi laisser perplexe. Et c'est là où on retombe sur ce qu'il tout à l'heure il nous montrait avec justement l'expérience du gel de décision, c'est qu'à partir du moment où ce n'est pas vous qui avez pris la première décision, vous pouvez changer de ligne. Par contre, si vous êtes la personne qui a pris la première décision, vous avez nettement moins de chances de remettre ça en question. Et là, c'est ce qu'on peut constater. Est-ce que c'est uniquement dû au gel de décision? Peut-être pas, probablement pas, mais néanmoins ça a participé à la décision, ça a participé à ce qui s'est passé, et le président n'a pas remis en question la guerre au Vietnam, quand bien même c'était de pire en pire, quand bien même ça a été un fiasco total, et il a fallu attendre un nouveau président pour que la décision soit prise de non, on arrête les frais et on rentre. Ce qui est quand même intéressant. Le gars a eu les balls de le dire. Oui. Il en va des affaires politiques comme des affaires militaires. Les exemples d'escalade d'engagement ne manquent pas. Chacun a encore en mémoire les récents déboires électoraux du MUL, présidé par M. Braid. Depuis qu'il s'est engagé dans la stratégie fixée par son 13e congrès, le MUL a perdu, élection après élection, plus de la moitié de son électorat. De tels revers ne manquent pas d'émouvoir de nombreux militants qui souhaiteraient voir leur parti se rénover en profondeur et adopter une autre ligne. Mais ces remous de la base n'affectent guère l'équipe dirigeante du MUL qui, comme le président Johnson et comme les étudiants de Stowe, semblent trouver dans les échecs répétés de la stratégie politique mise en œuvre autant d'arguments en attestant le bien fondé. Pourquoi changer? Sans être grand clair, on peut alors prédire qu'il en sera de la ligne de MUL, comme il en fut de l'obstination américaine au Vietnam. Ici aussi, il est à craindre qu'il faille attendre l'avènement d'une nouvelle équipe dirigeante pour que les effets d'escalade d'engagement puissent être efficacement endigués, si toutefois il n'est pas trop tard. Genre Macron, genre le PS, genre... alors c'est plus l'UMP maintenant, c'est les Républicains, genre tout ça en fait. Hein, voilà, ça vous parle? C'est normal. Quand vous voyez que vous avez des partis, le parti communiste par exemple, typiquement, le parti communiste, c'est assez étonnant, c'est très rigolo à regarder. En fait, si vous regardez ce qui s'est passé, fondamentalement, le parti communiste, la base, les électeurs communistes ne sont pas du tout d'accord, ni de près, ni de loin, avec ce que fait les instances dirigeantes du parti communiste français, on s'entend. Et pourtant, le parti communiste français continue à être dirigé par les mêmes personnes et continue à prendre les mêmes décisions et continue à faire la même politique alors même que la base de leur électorat leur dit non, on veut pas faire ça. Non, ça nous vient pas, ça nous convient pas, on veut autre chose. Et pourtant les instances dirigeantes continuent, alors qu'ils perdent en électeurs, alors qu'ils perdent en crédibilité, alors qu'ils perdent en moyens, et continuent. Ils continuent, encore, et encore, et encore.
Si on prend pas la première décision, mais qu'au moment choisi de la remettre en cause, on la perpétue, ça compte comme une décision qui va provoquer le gel ou une action va être moins impactante. Tu vas continuer à... En fait, tu auras pris une décision. Tu auras pris une décision, donc tu vas mettre en place le processus de gel de décision. À partir du moment où tu te retrouves dans la situation où tu dois choisir de continuer ou pas une stratégie qui est faite par un autre, tu reviens en fait au même statut. Tu es toi à ta première décision. Si tu prends ta décision, tu vas aller dans le même sens après. Enfin, en tout cas, il y a de grandes chances que tu ailles dans le même sens après. Ça sera ta première décision. En fait, ce qui fait que tu as une chance de ne pas continuer quelque chose qui est déjà entamé, c'est à partir du moment où tu n'as pas encore eu prendre de décision. À partir du moment où tu as pris une décision, ça t'engage dans cette courbe d'action. Parce que tu auras pris une décision, en fait. Et que pour toi, c'est la première décision. Peut-être que historiquement, c'est la suite et la continuité de décisions qui ont été faites par d'autres gens. Peu importe. Dans ton histoire à toi personnelle, c'est ta première décision dans cette direction. Et donc, puisque tu as pris cette décision, tu vas continuer en ligne droite dans cette décision. Et tu vas continuer après. Tant que tu auras le choix, tu as de grandes probabilités de continuer dans le même sens. À partir du moment où tu as pris ta décision, c'est le début. C'est un verrou. Du coup, prenons garde. La collégialité ne permet pas de se prémunir contre de tels effets pervers. Oh, c'est intéressant ça. Une accentuation du phénomène d'escalade d'engagement est même à craindre lorsqu'il appartient à un collectif de personnes plutôt qu'à une personne seule de se prononcer. Tout à fait. Bon nombre d'expériences montrent en effet que les groupes ont tendance à se porter vers des décisions extrêmes pour peu qu'elles impliquent une prise de risque et qu'elles ne puissent être ramenées à la résolution de problèmes arithmétiques ou logiques. Les décisions relevant de stratégie électorale, de façon plus générale politique, sont donc directement concernées. On parle alors de polarisation collective à propos de cette tendance, que de nombreux chercheurs expliquent par une dilution de la responsabilité à travers le groupe. Et c'est pour ça qu'il est très important, quand vous prenez des décisions collégiales, que surtout, en vrai, vous mettiez des rôles aux personnes. Autrement dit, quand vous voulez un truc démocratique, on va prendre le cas de la Suisse, c'est un bon exemple. À partir du moment où vous devez avoir un élu qui va être l'élu représentant le pays, tout ça, le président-présidente, vous voulez pas qu'il n'y en ait qu'un seul comme en France, parce que c'est con. Et le fait est que c'est con. On a vu qu'à chaque fois que vous donnez tout le pouvoir à une seule personne envers et contre tout pendant 5 ans, c'est de la merde. Vous voulez le donner à un conseil. Vous le donnez à un conseil, bah vous faites juste des temps en fait. Vous faites des rotations. Vous dites, toi, tu as le pouvoir de décision finale pendant 3 semaines, 1 mois, 6 mois, ce que tu veux, bref. Et ça tourne. Parce qu'en fait, il faut qu'il y ait une personne qui puisse trancher. À partir du moment où vous avez un groupe, vous allez retrouver dans une situation où en fait, c'est bien d'avoir pour plein de trucs une décision de groupe, une réflexion de groupe, mais il faut que la décision puisse être tranchée. Et à partir du moment où vous êtes en groupe, vous avez malheureusement une tendance qui se fait, qui est que tout simplement vous allez avoir une perte de la responsabilité puisque personne n'est le dirigeant, personne ne prend les risques. Donc, on peut plus facilement prendre des décisions un peu cons et les continuer alors que ça marche pas. Typiquement. Alors que si vous avez un individu et que cet individu tourne, vous pouvez avoir un individu qui a pris une décision qui du coup ne marche pas, mais sauf que quand il faut reconduire, c'est une autre personne qui du coup peut dire non, on arrête les frais là. Parce que du coup, vous n'avez pas de gel de décision qui se met en place puisque ça tourne. Ce ne sont pas la même personne qui prend la première décision, ce n'est pas la même personne qui prend la deuxième décision. Quid de l'effacement de l'individu dans un groupe sur de hautes instances dirigeantes? C'est-à-dire de l'effacement. C'est un peu ce que je dis, non, justement. C'est le fait que quand tu es dans un groupe, si vous n'avez pas de représentant, pas représentant, mais si vous n'avez pas une personne qui est désignée pour avoir le rôle de là tu tranches et tu prends une décision, justement il s'efface en tant qu'individu, ça devient un groupe qui peut prendre des décisions plus ou moins horribles d'ailleurs. Et ce qui n'empêche pas une personne individuelle toute seule de prendre ces décisions horribles aussi. Hein. Il y a des gens qui vont pas oser être 100% eux-mêmes à cause de l'effet de groupe. Ça aussi, mais ça tu l'auras dans tous les cas en fait. La pression sociale, tu l'auras toujours que ce soit dans un groupe qui est constitué ou si tu es élu représentant. En fait. C'est pour ça notamment qu'il est pertinent de pouvoir faire des votes. Parce que du coup les votes, et tu n'es pas obligé de faire un vote à visage découvert, on va dire. Tu peux tout à fait avoir une décision de vote ou bulletin secret, on constate le résultat à la fin, point. Et donc les gens peuvent se permettre justement de voter ce qu'ils veulent voter. Et ils n'auront pas l'effet de groupe justement de l'effacement, de ce que tu appelles de l'effacement, parce que justement on va pas savoir que c'est eux qui ont voté tel truc, tout simplement. Après tu laisses pas assez de temps à la personne pour mener sa politique, limite une nomination à vie ça serait mieux. Quelle horreur, quelle horreur.
Comme la Shoah par exemple, décidée justement avec la dilution de responsabilité et de la déshumanisation. Tout à fait, tout à fait. C'est parce que justement c'était un groupe qu'ils ont pu se dire, tiens, on va réduire toute une ethnie à rien du tout, c'est même plus des humains, et on peut faire un massacre horrible, industrialisé, enfin vraiment un truc immonde, sans aucun problème, parce que justement, il n'y a personne qui est vraiment responsable tout seul au final. Ils sont tous responsables, hein, qu'on soit d'accord, mais en soi, personne n'a dit, moi je prends la décision de faire ça. Je vous dis, on fait ça, et basta. Ils l'ont pris ensemble. Et du coup, bah voilà, tout simplement. Quand bien même il y avait des gens très très horribles dans ce gouvernement. Il y a un livre sur ça justement. Oh, j'en doute pas trop, ce serait pas étonnant effectivement. Ce serait pas très étonnant. Je continue. Les travaux de ces chercheurs nous invitent donc à la prudence. En matière de décision, collégialité ne signifie pas rationalité. Leurs travaux ne réhabilitent toutefois en rien l'exercice solitaire du pouvoir. Les exemples de distorsion de l'activité de décision solitaire sont légion. Il suffit d'ouvrir les yeux pour en trouver de très parlants dans les différents secteurs de la vie sociale et politique. Comment éviter ces distorsions de l'action, que l'on déplore ici ou là? Nous avons pour notre part la conviction que la solution réside dans la mise en place de dispositifs qui requièrent l'intervention de plusieurs décideurs dans un même cours d'action. Nous pensons notamment qu'il est donc préférable que ce ne soit pas la même personne ou le même groupe de personnes qui prennent une décision et qui en évaluent les effets en vue de son éventuelle reconduction. Et ça, c'est exactement ce que je vous disais du coup. C'est vous imaginez une structure dans laquelle vous avez un groupe qui est élu représentant, quelqu'un qui prend une décision du coup, et derrière, tu vas avoir une autre personne de ce groupe-là, voire un autre groupe, qui va avoir à l'évaluer du coup sur le moyen, long terme, court terme, peu importe, et voir si on reconduit ou pas la décision. Et là, justement, vous permet d'éviter, les abus d'une seule personne qui va conduire encore et encore et encore sa propre décision constamment, ce qui est très bien. Vous allez éviter tout un tas d'abus en dehors du jeu de décision, de personnes qui vont détourner les fonds publics ou autres, parce que du coup, vous avez d'autres gens pour regarder et dire, bah non, attends, tu fais pas ça, c'est pas bien. Et c'est tout bénef. Et en même temps, ça vous empêche aussi d'avoir une personne, d'avoir un groupe de personnes qui du coup ne prend pas de décision et se reportent un peu la faute les uns les autres parce que du coup il y a personne qui est désigné pour être le décideur. C'est pour ça que souvent, moi c'est vrai que là avec vous en live je vous en ai pas forcément parlé parce que l'occasion c'est pas forcément présentée outre mesure, mais en entreprise, quand moi j'interviens en entreprise pour résoudre des conflits, notamment au niveau de management et compagnie, de gestion de projet, moi j'ai toujours la même approche de dire, vous prenez les personnes qui vont participer au groupe projet, qui sont dans le service quoi, vous les mettez au même niveau, ils ont le même niveau de décision, ils prennent les décisions ensemble, ils mettent en place les plans ensemble, et surtout, ils élisent pour la prise de décision une personne au poste de décideur. Quelqu'un décide, est-ce que oui ou non on fait ce plan. Une fois que cette personne a pris cette décision, son rôle s'arrête, c'est fini. Le groupe est là pour évaluer, vous élisez quelqu'un d'autre qui va être là pour du coup regarder est-ce que c'est pertinent, est-ce que le plan marche bien sur le long terme. Vous prenez une troisième personne dans l'idéal qui va du coup lui décider est-ce qu'on continue au vu de l'évaluation qui est faite donc par quelqu'un d'autre, est-ce qu'on continue ou pas, et qui n'est certainement pas la même personne que celle qui a lancé le plan au début, et ainsi de suite. Et là justement vous avez des groupes projets qui sont intéressants, parce que du coup vous avez des fonctionnements de services, de groupes, où justement la prise de décision est commune, donc les pensées, les apports de chacun ajoutent une richesse qui est phénoménale, et c'est ultra bon pour la santé de l'entreprise, ça marche très très bien. Généralement, les groupes sont beaucoup plus réactifs, réagissent beaucoup mieux aux situations de crise, ils se soutiennent énormément plus, ils se sentent beaucoup plus impliqués au travail. Enfin, vraiment, vous avez une quantité de bons points qui est assez phénoménale. Et les gens, du coup, ne sont pas ou plus difficilement soumis à des gels de décision, puisque vous n'avez pas une personne qui, envers et contre tout, va décider du plan d'action et rester dessus et évaluer si on continue ou pas, puisque ça va tourner. Et là, vous tombez sur des situations qui sont parfaites, en fait, qui sont aussi bien que possible dans le monde du travail, par exemple, et ça marche très bien. Et d'un point de vue politique, il serait tout à fait pertinent de faire le même genre de choses. Or, justement, en France, c'est pas du tout ce qu'on fait. Et c'est très problématique, et on le voit depuis des plombes. On élit des gens qui veulent être élus, et on élit du coup des personnalités, alors que c'est pas du tout forcément pertinent, loin de là. Parce que ils sont soumis à tous les problèmes des individus à qui on donne plus ou moins tous les pouvoirs. Et que, on le sait, ça entraîne énormément plus de dérives que la prise de décision collégiale. Encore une fois, ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est que quand on parle de prise de décision collégiale, ça ne veut pas dire qu'il faut que
tout le monde décide ensemble et qu'il y a un vote pour dire oui, on fait ça ou on fait pas ça. Ce qui est bien, c'est d'avoir un groupe de réflexion qui va pouvoir apporter, pouvoir participer, pouvoir dire oui, on essaie de partir dans cette direction ou pas. Mais il est pertinent d'avoir quelqu'un qui va être mis en place à un moment donné pour prendre la décision de oui ou non est-ce qu'on le fait. Parce que justement, ça permet d'éviter certains effets pervers. Et que du coup, derrière, cette personne n'est là que pour faire cet office-là, et qu'après elle reprend sa place de simple membre du groupe, et que c'est quelqu'un d'autre qui va pouvoir évaluer, qui va pouvoir continuer ou pas le projet, et ainsi de suite. En gros, dans l'idée, il ne faut pas qu'il y ait de chef de groupe, mais il faut qu'il y ait toujours quelqu'un pour diriger le groupe. Et c'est une différence qui est extrêmement importante. En fait, il faut qu'à chaque moment, il n'y ait pas de chef, il n'y a pas quelqu'un qui vous dit envers et contre tout, je suis votre supérieur, mais il faut qu'il y ait toujours au moins quelqu'un pour pouvoir trancher la décision du groupe. Et encore une fois, que ça bouge, que cette personne ne soit pas la même. Des personnalités qui ignorent totalement les conseils des gens censés les conseiller. Énorme intérêt aux conseillers du coup. Oui, par exemple. Question à toi, utilisateur de Kindle. Si j'étais un format Kindle, est-ce que je suis obligé d'avoir une Kindle pour la lire ou est-ce que je peux le lire sur ordi? J'en ai aucune idée. Il faudra regarder sur Amazon et sur l'aide d'Amazon. Là, comme ça, je t'avoue que je sais pas. J'en ai aucune idée. J'en ai aucune idée. J'en ai aucune idée. Mais alors vraiment zéro. Sur l'aide d'Amazon, ils doivent te dire. C'est tout ce que je peux te conseiller. Allez regarder sur l'aide d'Amazon pour les Kindle. Mais alors là, est-ce qu'il faut pas avoir une Kindle à la base? J'en ai aucune idée. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé, je sais pas. Et du coup, Céron, tu fais ça dans ta boîte? Bah c'est vachement bien. C'est vachement bien. Ça doit être vachement bien. Alors, où est-ce que j'en étais? Ici. Imaginons que Pierre ait pris la décision d'ouvrir un supermarché de banlieue en rayon de vêtements. Il devrait appartenir à Jack, plutôt qu'à Pierre, d'analyser les résultats de cette opération afin de décider s'il convient de la poursuivre ou de l'abandonner. Dans le même ordre d'idées, imaginons que Pierre ait prescrit un traitement médical. Il devrait à nouveau appartenir à Jacques, plutôt qu'à Pierre, de juger des effets de ce traitement et de l'opportunité de sa prolongation, etc. Cette jugection, bien qu'élémentaire, implique de profonds changements dans les habitudes et peut être même de véritables bouleversements structurels. Mais l'inertie organisationnelle étant ce qu'elle est, et les pratiques professionnelles ce qu'elles sont, on peut craindre que malgré leur efficacité virtuelle, de tels dispositifs ne soient pas mis en œuvre de sitôt dans les institutions politiques, économiques, militaires. Tant pis pour nous. C'est la phrase, hein, je vous lis littéralement texto ce qui est écrit. Hein. Le lecteur sera-t-il mieux que ses dirigeants, ou que ses chefs, bref, que les décideurs professionnels? Tirer profit des enseignements de la psychologie sociale en matière d'escalade et d'engagement, de dépenses gâchées, de pièges abscons. À bien réfléchir, la vie quotidienne est faite de décisions, de menus, importantes, qui peuvent nous amener à poursuivre au-delà du raisonnable dans un certain cours d'action. C'est ainsi que les petits, des grands malheurs occasionnés par des pièges abscons ont pu être décrits dans un secteur aussi divers que la poursuite d'une carrière insatisfaisante qui vous mine. Drummond et Shell en 2001. Si vous vous sentez concerné, hein, remettez en question peut-être la pertinence d'être dans votre emploi. Dans la soumission durable aux violences domestiques qui vous détruisent. Et Zensat Bancroft 99. Pareil, si vous vous sentez concerné, remettez en question votre couple, remettez en question vos relations avec vos proches qui vous maltraitent. Voire dans la quête d'états hallucinatoires qui vous désenchantent. Birchwood, Maiden, Trower, Gilbert et Plestow en 2000. Pareil, hein, toujours, n'hésitez pas à remettre en question votre manière de fonctionner. Hein. On sait jamais. On sait jamais. Pensons à ces étudiants qui réalisent dès le premier semestre que le cursus universitaire qu'ils ont choisi ne correspond pas à leur attente, ne leur apportera pas les clés d'insertion professionnelle qu'ils sont venus y chercher. Vont-ils, comme le bon sens le voudrait, décider d'interrompre les études d'entreprise, ou vont-ils poursuivre jusqu'à leur terme, quitte à se réorienter après avoir perdu plusieurs années dans une nouvelle direction? Les étudiants, malheureusement, ne sont pas rares qui, munis d'une licence de psychologie, de philosophie, de biologie, de géographie, etc., se retrouvent 1 ou 2 années plus tard dans une école d'infirmière, dans une école d'éducateur, dans un IUT, sans avoir jamais réellement cherché un emploi correspondant à leur formation pourtant initiale.
Demandez à l'un d'entre eux pourquoi il a, malgré tout, poursuivi durant 3 ans ses études de psychologie, de philosophie, de biologie, de géographie, etc. Il vous répondra convaincu de renvoyer ainsi une bonne image de lui-même. Moi, quand j'entreprends quelque chose, je vais jusqu'au bout. Peut-être penserez-vous désormais comme nous. En voilà un de plus qui est tombé, mais avec dignité et de fort belle manière dans un piège abscon. Ouais, ils se sont tapés un kiff quand même. Mais en vrai, sachez que là, les paroles rapportées, parce que du coup, en voilà un de plus qui est tombé, papata, c'est des paroles rapportées. C'est typiquement la manière dont il parlait, Joule. C'est vraiment comme ça qu'il parlait en cours. Il était excellent, il me tuait pour ça. Parce qu'en en fait, il se fout de sa propre gueule. En fait, constamment, il joue avec le langage... Non, mais ça fait mal. De quoi? De te sentir concerné? C'est ça? Tu sens comme un écho en toi? C'est pour ça que tu réagis? Mais pour le coup, il me fait mourir de rire parce qu'en fait, il parlait tout le temps comme ça parce qu'il se moque du langage soutenu. Il se moque de cette manière de réagir et que justement, il sait que lui-même c'est le premier qui tombe dedans. Le nombre de fois où en cours il nous donne ces exemples, qui sont donc issus des personnes qu'il a eu en entretien et ainsi de suite. Et puis après il fait, heureusement, moi ça m'arrive pas. Hein. Vous imaginez si la fois où j'ai fait ça, 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 ça et ça, en vrai ça aurait été une escalade de... Ah putain, de gel de décision. Oh non, franchement, hein, heureusement que j'y suis pas soumis. Hein. Et t'es là et tu fais... Ouais, ouais, ouais. C'est ça, ouais. Franchement, un très bon prof. C'était vraiment un régal. Joule, il était oufissime. Il était oufissime. Il a dit des trucs qui sont trop proches de la réalité. Ah bah oui, hein, c'est le principe. Hein. Vous savez, c'est pas pour rien si la psychologie, elle est pas trop aimée, et la psychologie sociale n'est pas trop aimée, ou la sociologie en général n'est pas trop aimée. C'est parce qu'on décrit le réel, putain. Et on décrit le réel de nos sociétés. Donc forcément, à un moment donné, oui, ça tacle et ça tape fort sur des trucs qui sont notre manière de fonctionner, ce qu'on vit dans la vie de tous les jours, ce qu'on voit. Et oui, du coup, t'es là et tu fais ça gratte, ça fait mal, c'est bah c'est normal. C'est normal, je dirais pas que c'est fait pour, mais ça décrit notre réalité. Donc bah ouais, oui, ça décrit notre réalité, ça décrit notre société, ça décrit nos valeurs, ça décrit notre manière de fonctionner. Donc bah ouais, oui. Et quand tu te retrouves sans trop, on va dire, d'hypocrisie ou quoi devant les faits, ben t'es là et tu fais ça accroche un peu. Ah bon. Allez, on continue. Sans oublier ces vieux époux qui, pour avoir eu les meilleures raisons du monde de se séparer, n'en sont que plus heureux de souffler ensemble les bougies de leurs noces d'argent. Certes, les raisons de poursuivre la cohabitation, sinon l'alliance, furent nombreuses. Il y a d'abord les amis communs, l'éducation des enfants, la maison, achetée à crédit, jusqu'à ce que ne demeure que la plus lourde d'entre toutes, l'inaptitude à vivre avec autre chose. À ne pas connaître cette raison, ils évitent de reconnaître que les précédentes n'étaient pas, en définitive, que autre chose que les éléments d'un piège abscon, d'une escalade d'engagement, de voir leur existence comme un long cortège de dépenses gâchées. Et ils peuvent, enfin, ensemble, être heureux. Ça pique, hein? Ça pique, hein? T'es là, tu fais ça gratte, ah là là. Et là, tu penses à tous les gens que tu connais qui sont dans ce genre de situation et tu fais Ouais, mais du coup, comme ça fait mal, c'est pas une vraie science. Ouais, c'est ça, si seulement. Sans oublier non plus ceux dont la cure analytique n'en finit pas de finir. Une psychanalyse n'a-t-elle pas en effet toutes les propriétés d'un excellent piège abscon? À y regarder de plus près. 1. Le patient a décidé de s'engager dans un long processus de dépenses en argent, en temps, en énergie. 2. Le patient, en soi conscient ou pas, d'atteindre un but qui n'est pas certain. 3. La situation est telle que le patient peut avoir l'impression que chaque dépense le rapproche davantage du but. 4. Le processus se poursuit, sauf si le patient décide activement de l'arrêter. 5.
Le patient n'a pas fixé au départ les limites de son investissement. Sans commentaire. Voilà. Vous savez que je tacle un peu souvent la psychanalyse. Bon, je vous avoue que j'ai eu Joule quand même comme prof, alors bon, voilà. J'avoue que ça fait partie des trucs qui nous avaient sortis aussi. Et je pense que oui, d'une part, non négligeable, ma manière de voir vient de ça aussi, quoi, très clairement. Très très clairement. C'est pas pour rien que je tacle la psychanalyse, c'est que oui, enfin, vous vous retrouvez dans des processus qui sont discutables. Je dirais discutables. En gros, ils restent ensemble par habitude, pas que par habitude. En gros, ils restent ensemble par habitude et surtout parce que, sans se remettre ça devant, ils ont inconsciemment la connaissance qu'ils sont pas capables ou qu'ils ont peur de vivre autre chose que ce qu'ils connaissent, donc l'inconnu, qu'ils ont passé beaucoup de temps à faire des efforts, à vivre ensemble et compagnie, et que du coup c'est à partir de zéro si tu te sépares, puisque tu repars sur un tout autre format, que tu as investi dans l'éducation de tes enfants et compagnie, que socialement c'est pas forcément bien vu, etc. 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 C'est ce que je vivais avec Alex, mais c'est pas étonnant. Je t'avoue que oui, quand je lis ça et que je repense à votre histoire, oui, du peu que j'en sais, ouais, il y a des choses qui me parlent, ouais. On va pas se mentir, on va pas se mentir. Mais ça, encore une fois, ça touche tout le monde. Ça touche tout le temps et ça touche tout le monde. Toujours. À un moment donné ou à un autre, ça te touche en fait. Et c'est ça qui est horrible. C'est ça ce qui est horrible. C'est con, il n'y a que la psychanalyse qui est remboursée par la Sécu. Ah ouais, ouais. Heureusement, depuis le temps, j'ai appris à reconnaître directement quand je refuse d'abandonner un truc par peur. Maintenant, le plus gros problème, c'est pas de le reconnaître, c'est de surmonter la peur. Oui. Oui. Mais du coup, voilà, j'aime beaucoup le petit tac, la psychanalyse, là, au calme. Allez, tiens, la psychanalyse, prends ça dans les dents. Moi, ça me fait rire. Maintenant, si vous êtes parvenu à éviter le piège abscon de l'analyse, voire celui de la conjugalité, vous n'éviterez sans doute pas aussi facilement celui, il est vrai, plus anodin, que vous tend la lente agonie d'une automobile. Celles et ceux qui sont passés par là savent à quel point il faut se faire violence pour accepter de vendre au prix de l'Argus un vieux véhicule dont on vient tout juste de faire changer l'embrayage et la courroie de distribution. Pourtant, à ne pas le vendre à ce moment-là, ce sont les freins qui vont lâcher, ou les amortisseurs, ou la direction. À moins que tout foute le camp en même temps, vous n'en tirerez alors là plus rien. Autant de variantes d'un phénomène général que Teiger en 79, résumé par une formule dans laquelle certains pourront se reconnaître. Trop investi pour abandonner. Voilà. Et donc du coup on va s'arrêter là-dessus pour cette partie-là, parce que ça fait déjà 2 heures de VOD. Donc petite fougère de YouTube, bah, c'est la fin de cette lecture, c'est la fin de cette partie de la lecture. J'espère que tu as passé un bon moment, et puis on se dit à très bientôt pour la suite. Ciao ciao ciao.